départements, du réseau des départements. Donc, je suis Éric Delemare, je suis le défenseur des enfants, je suis l'adjoint de Clérédon, la défenseur des droits. Le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et le législateur lui a donné deux missions principales, bien entendu, de s'emparer des saisines, de mener des instructions sur toutes les atteintes aux droits qu'elle reçoit, en accord, encore une fois, avec la loi organique du défenseur des droits, mais surtout aussi, au-delà de ces instructions, de dire comment le droit devrait être mieux appliqué en France, tant par des recommandations, des injonctions parfois, et des recommandations au gouvernement, aux parlementaires pour améliorer soit l'existant, c'est-à-dire enfin appliquer les lois qu'on vote, ou faire des propositions d'évolution des lois, même si il vous a pas échappé qu'en matière de protection de l'enfance, il faut arrêter les logorrhées législatives et plutôt appliquer les lois, puisque vous le savez, 2007, 2016, 2022, et là on nous annonce 2026, eh bien c'est comme si pour ne pas appliquer la loi précédente, on en créait une nouvelle sans évaluer la précédente. Donc c'est aussi cela que nous voyons. Alors, je suis le défenseur des enfants national, mais j'ai aussi d'autres mandats. Je suis le président des défenseurs des enfants de l'Association des pays de la francophonie, et je fais partie aussi d'un réseau européen de 46 pays, dont les pays sont membres du Conseil de l'Europe, ce qui me permet d'avoir aussi, alors comparaison n'est pas raison, mais en tous les cas, une visibilité sur l'état à la fois de la protection de l'enfance à travers l'application à l'international de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi de voir comment est appliqué, comment on prend en compte la protection de l'enfant dans différents pays. Et là, force est de constater que il ne vous a pas échappé que l'environnement international est plutôt anxiogène, puisque notamment les États-Unis ont stoppé toute aide internationale et d'emblée, on voit les conséquences sur les enfants dans le monde, hein. Une augmentation, alors on avait déjà eu depuis la Covid, mais là on a assez exacerbé, une augmentation de la mortalité infantile, des difficultés d'accès à la santé, des difficultés à l'alimentation, à nouveau une augmentation du travail des enfants et une augmentation aussi des violences, et notamment des violences sexuelles à l'encontre des enfants sur le plan mondial. Si je prends par exemple la France dans ce paysage-là, alors la France va être comparativement, au sein des pays de l'OCDE, la France va plutôt être en retard sur la prise en compte et la prise en charge des enfants en situation de handicap, euh, même avec des pays qui ont un PIB moindre. Mais je dirais que la détérioration de la protection de l'enfance est similaire dans beaucoup de pays, notamment due à l'augmentation de la pauvreté dans les pays et une forme d'invisibilisation des enfants victimes ou en tous les cas confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ce qui est la particularité française, c'est le fait des cloisonnements des politiques publiques. C'est-à-dire que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, le cloisonnement des politiques publiques en matière de protection de l'enfance rend d'autant plus illisible l'organisation à la française par rapport à d'autres pays. Je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, je ne dis pas que les États fédéraux s'en sortent mieux, néanmoins on voit bien toutes les difficultés de fluidité. Si je prends par exemple notamment lorsque les enfants cumulent un certain nombre de difficultés ou de souffrances, plusieurs notifications, par exemple une assistance éducative avec une notification MDPH, voire un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, et bien là, on voit bien le cloisonnement des politiques publiques, les difficultés transversales, ce qui repose souvent par la volonté et l'engagement des acteurs. Encore faut-il que ces acteurs restent, et lorsque un ou l'une s'en va, eh bien, c'est parfois la remise en cause de toute une organisation, de tout un contrat, au fond, qui était fait entre les professionnels. Alors, peut-être, alors, la protection de l'enfance, vous connaissez les difficultés de la protection de l'enfance. Je vais quand même essayer d'aborder ça à la fois de manière objective et de voir comment ce que ça nous dit de la place des enfants dans notre pays, et notamment des plus vulnérables. Et c'est vrai qu'il ne vous a pas échappé que, euh, au fond, pour que les droits de l'enfant deviennent un sujet politique, il faut les rendre publics. Et c'est ce que notre société a commencé à faire depuis de nombreuses années, puisque nous n'avons jamais
autant dans les médias entendu parler des violences faites aux enfants encore récemment, des conséquences de ces violences sur leur développement, la nécessaire protection qui devrait en découler, la libération de la parole d'anciens enfants, mais comment faire en sorte désormais de libérer l'écoute, hein, pour que les enfants n'aient plus besoin d'attendre d'être des anciens enfants pour être entendus, crus, accompagnés. Ça, c'est l'enjeu. Mais malgré cette prise en compte médiatique, hein, on voit bien, et vous le voyez bien au quotidien, qu'il existe une distorsion totale d'appréciation entre les différents plans de lutte contre les violences faites aux enfants et la situation que les professionnels vivent sur le terrain, où la situation de la protection de l'enfance reste particulièrement préoccupante. Je pourrais citer de nombreux rapports qui nous alertent sur la situation de la protection de l'enfance. Je vais simplement prendre 2 années, 2 années de rapports nombreux, que ce soit celui de 2023 du Sénat, hein, qui était intitulé Mieux appliquer les lois pour mieux protéger. C'est assez édifiant de ce genre de titre, hein, Mieux appliquer les lois pour mieux protéger. Oui, ça devrait être aller de soi, ça devrait être un lieu commun. Mais je pourrais aussi vous parler du rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2024, celui de début de janvier de cette année de la Caisse des dépôts, et bien entendu celui de la commission d'enquête parlementaire d'Isabelle Santiago avec ses nombreuses recommandations. Tous ces rapports dénoncent une politique publique à bout de souffle dans un contexte d'augmentation de la pauvreté, des inégalités et notamment aussi des carences de logement et le lien entre la précarité, les carences de logement et les entrées dans la protection de l'enfance. Ces dernières années, on voit aussi des enfants confiés, et notamment parmi les enfants les plus petits, on voit une hausse significative, hein. Entre 2011 et 2022, l'accueil des moins de 6 ans a augmenté de 45%, avec une part non négligeable de nouveau-nés, confirmant l'augmentation des signalements de plus en plus précoces et non, on pourrait dire au fond, d'une forme de prévention, en tous les cas dans certains domaines, importante, puisque ces signalements ont été faits. Bien entendu, les cloisonnements et les fragmentations des politiques publiques, hein, de moins en moins compréhensibles, tant pour les enfants, leurs familles que les professionnels, eu égard aux enjeux transversaux des besoins spécifiques des enfants vulnérables, hein. Si je prends l'exemple, par exemple, si je prends l'exemple des enfants en situation de handicap, eh bien, vous pouvez, les trois fonctions publiques s'en occupent, hein, la MDPH qui sont rattachées au département, les ARS avec les établissements médico-sociaux, donc ça c'est l'ARS qui est l'État, et puis les propres dispositifs, notamment les dispositifs ULIS de l'éducation nationale, et beaucoup de familles se voient renvoyer d'un bureau à l'autre, et qui, au fond, décourage souvent l'accès au droit. Et donc, ça crée de plus en plus de sentiments que les enfants sont des objets de prise en charge plutôt que des sujets de prise en compte. Et ça fragmente encore une fois les politiques publiques. Bien entendu, aussi toute l'aggravation de la santé mentale des enfants en population générale, mais aussi notamment particulièrement au sein de la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance, hein, puisque c'est 5 à 7 fois plus d'enfants en situation à l'ASE qui souffrent de troubles psychiques qu'en population générale. Euh, alors, vous parlez à juste titre de l'inclusion et de la prise en compte de la parole des enfants. Bien entendu, les enfants peuvent autant moins exercer leurs droits quand leurs droits ne sont pas respectés. C'est une vraie difficulté, notamment à l'aide sociale à l'enfance, où beaucoup d'éducateurs, beaucoup de travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance passent une grande partie de leur temps à chercher des places qui n'existent pas. Et donc forcément, beaucoup de places peuvent arriver par défaut, défaut d'endroit, défaut de réponse aux besoins, parfois en faisant en sorte que les enfants sont totalement coupés de leur réseau, mais aussi du réseau positif qu'ils pouvaient avoir malgré les difficultés et les violences intrafamiliales. Je pense à un club de sport, je pense à une école, je pense à de l'activité périscolaire, je pense à un réseau familial et amical, où donc on voit bien que après entendre les enfants et dire on va t'écouter maintenant alors que initialement tout a montré que leur parole était peu entendue, eh bien est très compliqué pour ces enfants. Alors, nous, dans la décision cadre que nous avons rendue en janvier dernier avec la Défenseure des droits, donc c'est une décision cadre qui a été réalisée à partir de 3 années d'investigation dans 7 départements, mais nous en avons toujours en cours, mais je crois pouvoir dire que
même s'il y a des disparités territoriales très fortes, l'ensemble des départements subit de grandes difficultés quant à son système de protection de l'enfance. Alors, ce sont des juridictions dont les décisions ne sont pas exécutées, hein. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de décisions de magistrats, de juges des enfants qui ne sont pas exécutées dans la protection de l'enfance, de nombreuses ruptures dans les parcours des enfants confiés en protection de l'enfance, des changements de famille d'accueil sans aucune préparation de l'enfant, sans considération du lien d'attachement construit entre l'enfant et sa famille d'accueil, et l'absence de projet construit et cohérent pour l'enfant, puisqu'on évalue à peu près entre 25 et 30% le nombre de départements qui ont mis en place réellement le projet pour l'enfant. Pourtant, des avancées ont été réalisées, hein, notamment depuis un certain nombre de plans interministériels. Le premier était le plan 2017-2019, qui souhaitait lutter contre les violences faites aux enfants avec des priorités, hein, mieux repérer, mieux évaluer, prévenir les situations pouvant engendrer un danger pour l'enfant, de mieux organiser les interventions dans le cadre d'un partenariat plus suivi entre les services compétents, de développer les formations des professionnels concernés et favoriser la construction d'une culture commune dans un contexte qui ne vous a pas échappé de manque d'attractivité, de manque de considération des métiers et donc de plus en plus de difficultés de pouvoir avoir comme bénéfice des gens formés. Et puis d'organiser un parcours de santé de l'enfant, hein, de la création d'une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, hein, une par juridiction, donc près de sans doute 164, je crois, de mémoire. Et puis la mise en place de centres régionaux de post-trauma les 1000 premiers jours, mais on voit bien là aussi, vous constatez vous-même de grandes disparités territoriales sur la mise en place et les moyens alloués pour créer ces structures de prévention. Il y a eu un deuxième plan 2023-2027 hein, qui s'est doté de nouveaux moyens, hein, au 119, au 3018, à l'office mineur, hein, pour diligenter l'office mineur dans le cadre d'enquête pénale et dans le renforcement de la prévention des violences, notamment dans le sport, où on a vu aussi apparaître un certain nombre de précautions, je dirais, la- le passé des gens qui prétendent entrer dans ces métiers, c'est-à-dire un contrôle d'honorabilité des professionnels. Tout cela, bien entendu, je dirais, a peu ruisselé sur le terrain ou de manière très disparate. Et nous, on le voit bien, puisque les instructions que nous recevons aux défenseurs des droits ne cessent d'augmenter, malheureusement, notamment sur la protection de l'enfance. Euh, donc, nous avons, je pourrais vous parler de plusieurs centaines, milliers de situations hein, qui vont de jeunes enfants tenus d'attendre plusieurs mois avant d'obtenir une consultation en CMP, en CMPP, en CAMS, et au fond plusieurs mois avant d'être pris en compte, d'adolescents soignés à l'hôpital dans un service adulte faute de place en pédopsychiatrie, d'enfants victimes de violences institutionnelles ou intrafamiliales qui ne sont pas repérés ni protégés faute de coordination entre les acteurs, d'enfants qui vivent en squat, en hôtels sociaux, dans la rue, éloignés de toute structure de soins, des jeunes enfants en situation de handicap qui n'ont aucun accès à l'instruction, à l'éducation, qui attendent parfois 2 ans, 5 ans une place en IME ou en ITEP, certains même envoyés en Belgique faute d'offres médico-sociales insuffisantes dans leur département. Les difficultés des enfants de l'ASE, de la PJJ, d'avoir accès à certains soins. Ah, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc je disais, les difficultés des enfants de l'ASE et de la PJJ d'avoir accès aux certains soins, les mêmes difficultés pour ces jeunes de poursuivre leurs études, faute de moyens financiers, des atteintes aux droits des mineurs non accompagnés, livrés à eux-mêmes dans des squats, parfois dans des hôtels, qui ne disposent pas toujours de papier, et leurs conséquences sur leur santé mentale. Des jeunes victimes de discrimination, de harcèlement, pris dans des addictions, victimes de prostitution, etc., etc. Donc les diagnostics sont connus, identifiés, partagés. Les conséquences des violences faites aux enfants sur leur développement, le manque de formation, les inégalités territoriales, l'augmentation des précarités, la fragmentation, encore une fois, des politiques publiques, qui amènent souvent indéniablement à des déresponsabilisations. Le renforcement des technostructures, la suradministration, le reporting demandé aux travailleurs sociaux de plus en plus, qui fait que le temps imparti vraiment en altérité, en empathie, en face à face devant les enfants est de plus en plus réduit pour un certain nombre de considérations. Et donc, ce qui conduit tout cela je dirais, à des difficultés aussi d'attractivité des métiers de l'humain en général et du travail social en particulier. Donc, on assiste à travers nous, nos instructions, on voit bien une situation de perte de confiance entre l'échelon politique et l'échelon opérationnel, alors que l'engagement de tous reste présent. Et on le voit bien puisque les départements n'ont jamais autant investi financièrement le champ de la protection de l'enfance, et pour autant, les acteurs de terrain n'en voient pas toujours les évolutions. Alors, je, je,
la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, ratifiée par la France et dont on vient de fêter le 36e anniversaire, hein, elle repose, hein, sur un certain nombre des 54 articles, mais je ne vais pas vous les citer tous, vous les connaissez, mais principalement l'article 3 et l'article 3-1 dans l'intérêt supérieur de l'enfant, hein, qui doit être pris en compte, enfin qui concerne tous les enfants, qui soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou organismes législatifs, hein, et l'intérêt de l'enfant dans tous ces endroits-là doit être une considération primordiale. Les États s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Ce principe est d'application directe, hein. Il a été reconnu, d'ailleurs, il est à valeur constitutionnelle depuis 2019. Donc la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit être comprise comme la recherche du meilleur intérêt de l'enfant dans une situation de donnée. Elle est à la fois un objectif, une ligne de conduite, hein, une notion de guide qui doit éclairer, habiter, irriguer toutes les normes, politiques et décisions internes, ainsi que les investissements publics en faveur des enfants. Et c'est là que le bas blesse aussi. Elle constitue ainsi tout à la fois un droit, un principe et une règle de procédure. Et le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, enfin, qui vient vérifier périodiquement, hein, comment les États mettent en œuvre la Convention, eh bien, a précisé que l'intérêt supérieur implique que toute décision, tout projet, tout budget, toute politique soit élaborée et exécutée à tous les échelons des pouvoirs publics à l'aune de son impact sur les droits de l'enfant. Bien entendu, les lois, je pourrais citer la loi en France du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, hein, qui est venue réaffirmer l'importance de respecter les droits des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance et de garantir leurs besoins fondamentaux. Euh, je- euh, dans la continuité, euh, l'article 12 de la prise en compte, enfin, la prise en compte de la parole des enfants est fondamentale, et on voit bien que plus les enfants sont en situation de vulnérabilité, plus leur parole est soumise à un certain nombre de contingences qui rendent rarement fluide cette prise en compte de la parole de l'enfant. C'est fondamental parce que euh, je dirais que la prise en compte de la parole des enfants est éminemment un enjeu démocratique. Au fond, je pourrais dire que qu'y aurait-il de plus démocratique que d'écouter, que de prendre le temps d'écouter ceux qui n'ont pas le droit de vote. Et cette analyse-là, elle a émergé en termes de droit international à partir de 1924, à partir de ce qu'on a appelé la Déclaration de Genève. On est à la sortie de la Première Guerre mondiale, de ce traumatisme inédit international. Et la Société des Nations, à l'époque, qui deviendra l'ONU à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle va reposer cette déclaration sur un certain nombre de réalités et de travaux et de remontées du terrain. Et vous connaissez notamment Janusz Korczak, qui à l'époque était pédiatre, mais aussi, on dirait aujourd'hui, pédiatre, éducateur, directeur de maison d'enfants à caractère social, et qui, lui, a l'expérience des traumatismes. Il a accompagné les enfants pendant un certain nombre de traumatismes, et notamment les guerres, que ce soit les guerres tsaristes ou la Première Guerre mondiale. Et il a le sentiment que, enfin la sensation que protéger les enfants contre toutes les formes de violence, des violences des adultes envers les enfants, mais des violences entre eux, est un enjeu pour nos démocraties, un enjeu de civilisation, et que l'humanité doit donner tout ce qu'elle a de meilleur aux enfants. Et pas uniquement pour les adultes qui seront demain, mais pour d'abord les enfants qui sont aujourd'hui. On voit bien que sans doute que notre société irait mieux si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants. Et c'est ça qui va créer les premières pierres à l'édifice du droit international et qui va amener l'intérêt supérieur, donc qui va être énoncé une première fois dans une déclaration internationale en 1959 et puis qui va devenir contraignant en 1989 avec la Convention. Mais surtout, ce qui est vraiment fondamental, parce qu'il ne vous a pas échappé sur le terrain qu'au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, parfois, on a une lecture assez, je dirais, subjective, et on fait faire n'importe quoi, parfois, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il suffit de voir le projet de loi Attal cette année pour sanctionner d'autant plus les jeunes sans regarder les enjeux de prévention, d'éducation et de protection, et notamment de rappeler que 55% des enfants dits délinquants, enfin délinquants, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc on voit bien que de dire plus de prison sans regarder en amont et en aval les enjeux de l'insertion et de la réinsertion, on voit bien que c'est tout à fait limité. Mais c'est pour ça que l'article 12 me paraît vraiment éminemment important, parce que l'article 12, hein, vous le connaissez bien, hein, cet article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est le droit des enfants d'exprimer librement leurs opinions sur tous les sujets qui les concernent et d'être entendus dans toutes les procédures. Alors,
On pourra reparler des notions de discernement, mais ce droit, il est d'applicabilité directe. Et ce droit, il est d'applicabilité directe parce c'est pour ça que là, 36 ans après, la Convention est toujours éminemment moderne, c'est qu'il est à mettre en lien avec l'article 5 de la Convention. Et l'article 5, au fond, c'est l'évolution de l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'on est passé, depuis 1970, de la puissance paternelle à l'autorité parentale, au bon exercice de l'autorité parentale et aujourd'hui à la responsabilité parentale que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU invite les États à mettre en œuvre, c'est-à-dire au fond une forme de guidance. Il faut que les parents soient les guides, hein, une guidance guide leurs enfants. Et cette prise en compte, alors il existe beaucoup de freins à la prise en compte de la parole des enfants, et je vous laisse imaginer à partir des freins que je vais vous dire comment ils sont d'autant plus compliqués, complexes pour des enfants qui ne sont pas toujours accompagnés par l'autorité parentale ou pas de bonne manière et sont noyés dans la multitude d'avoir des référents qui disparaissent, réapparaissent ou plein de référents en fonction du cloisonnement des politiques publiques. Et juste attirer votre attention sur un certain nombre de freins. D'abord, un certain nombre de freins sont dus au fait que les enfants, ce qu'ils disent n'est pas toujours, on pense que c'est pas toujours important, pas toujours intéressant, euh, que d'entendre les enfants, c'est souvent le temps qu'on n'a pas. Le travail d'abord, c'est avoir le temps qu'on n'a pas et qu'on n'a pas toujours auprès de nos enfants, mais surtout attirer votre attention sur le fait que on sait bien que, alors que lorsqu'on prend le temps d'écouter les enfants et lorsqu'on a un contenant sécurisant, mais ce qui prend encore du temps, je le constate, euh, est vraiment une source d'émancipation. La Convention, c'est protéger et émanciper. C'est le but de l'éducation, vous allez me dire, hein. L'émancipation, c'est des perspectives. Et au fond, beaucoup de gens dans l'inconscient collectif des adultes disent, bon, au fond, les enfants, on peut les entendre à partir de 12 13 ans et qui sont capables de dire des choses intéressantes ou des choses ou d'en mesurer les conséquences. Ce qui est très intéressant, c'est de voir par exemple comment des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans sont capables de dire dans un contenant sécurisant, oui, papa frappe maman. Ils peuvent le dire, oui, mon papa, il frappe ma maman. J'ai même une jeune fille de 8 ans qui récemment euh, accompagne sa mère, enfin, va avec sa mère voir sa grand-mère qui est dans un EHPAD. Et c'est la première fois qu'elle va la voir. Et donc la petite fille, elle sait que maintenant, l'EHPAD, c'est sa maison, puisque la maison de sa grand-mère a été vendue, soit elle n'y est plus parce que il faut peut-être financer l'EHPAD ou parce qu'elle elle peut plus être dans cette maison. Et la petite fille de dire quelque chose comme ça, de dire, mais tu m'as dit, maman, qu'elle habitait là, que c'était sa maison, et que maintenant on irait la voir que là, ben pourquoi elle mange pas ce qu'elle veut, pourquoi elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, et pourquoi parfois on lui parle mal. Vous voyez comment les enfants sont aussi capables, à 8 ans, sont capables je dirais, de comprendre un certain nombre de choses. Par contre, si je dis à ces enfants-là, à ces deux enfants de 5 et 8 ans, bah, tu vois, quand il fait beau, quand tu regardes le soleil, eh bien, à 150 millions de kilomètres, la lumière du Soleil, elle met 8 minutes à venir sur la Terre, et donc quand tu regardes le Soleil, tu regardes le passé. Eh bien, il va rien comprendre à ce que je dis là. Donc on voit bien que la question du discernement, elle est liée à la fois à la manière dont on dit les choses et au sujet qu'on aborde. C'est-à-dire qu'on peut être discernant sur certains aspects et beaucoup moins discernant sur d'autres, et c'est pas pour ça qu'il faut en préévaluer, préjuger que les enfants sont pas discernants. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il ne faut pas prendre la parole des enfants au mot, mais il faut la prendre au sérieux. Il faut s'assurer que s'ils se trompent, ils ne seront pas moqués, humiliés par leurs camarades, voire par les adultes. Au fond, il faut donner le courage aux enfants de prendre cette parole. Ça, c'est fondamental. Hein. Vous savez très bien dans vos vies personnelles ou professionnelles, vous savez très bien que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle au bébé qu'il apprend à parler. Et qu'en grandissant, on est beaucoup plus attentif à l'autorité au sens de la question du pouvoir, par peur d'être débordé, plutôt que dans la transmission et de raconter des choses aux enfants, de raconter des histoires, des vraies histoires, des histoires de vie aux enfants. Et que n'attendons pas que les enfants passent à l'acte pour enfin se sentir obligés de les écouter. C'est exactement ce que vous pouvez observer aussi quand vous allez dans les écoles maternelles. Euh, Dans les écoles maternelles, les enfants sont très très souvent installés sur des bancs en U. Alors, il y a quelques petits bureaux, mais ils sont installés en U. Et quand ils prennent la parole, ils la prennent devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on a organisé. Par parler, moi j'ai pas accès. Oui.
on a organisé la prise en compte de la participation des enfants. Ça veut dire, mesdames, messieurs, qu'il ne peut pas y avoir une participation effective des enfants si elle n'est qu'individuelle. Alors déjà, c'est beaucoup, vous allez me dire, mais il faut la participation des enfants, elle est individuelle et en groupe. C'est-à-dire, c'est un enjeu, encore une fois, de démocratie. Et ces enfants-là, bien sûr, à l'école, en école maternelle, parfois, il y en a un qui va à 3-4 ans, ils vont prendre la parole, ils vont se lever, ou ils vont prendre la parole devant tout le monde, puisqu'ils sont installés en U sur les bancs, et ils vont peut-être redire ce que l'autre a dit précédemment. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils s'habituent. Vous-même, vous avez l'occasion, dans vos champs professionnels, de prendre la parole. Et c'est pas à vous que je vais dire que parfois, de prendre la parole sur scène, c'est pas facile. Mais c'est beaucoup plus facile si on est entraîné à le faire. Si on le fait une fois tous les 5 ans, c'est compliqué. Même une fois par an, à chaque fois, on va se remettre dans un stress. Alors on l'a toujours le stress parce qu'on est toujours attentif et heureusement qu'on est dans le doute d'ailleurs par rapport à ses propos. Mais force est de constater que quand on donne le courage aux gens de prendre la parole, ils sont beaucoup plus en mesure d'exprimer à la fois ce qu'ils ressentent et à la fois leur réalité, leur vérité. Et ça, c'est aussi valable pour les enfants. Et donc, euh, l'enjeu, par exemple, que moi je vois à travers l'évolution de la prise en compte de la parole des enfants dans les observatoires départementaux de protection de l'enfance, puisque il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre d'observatoires départementaux de protection de l'enfance ont mis en place la participation des jeunes confiés, alors soit des jeunes confiés, soit des jeunes majeurs, anciennement confiés. Et c'est intéressant parce que je vois, moi, j'ai dû faire 25 ou 28 observatoires départementaux de protection de l'enfance, puisque par nature, quand on est dans un DPE, on n'est que dans un seul, hein, puisqu'on fait partie d'un territoire. Et moi, en tant que défenseur des enfants, puisque je suis national, je suis régulièrement invité dans un certain nombre de DPE. Et je vois des choses très, très disparates. Je vois des volontés qu'il faut porter, qu'il faut soutenir. Mais je vois aussi, par exemple, je me souviens d'un département où des jeunes pré-ados, je dirais 12-16 ans, avec des éducateurs, travaillé ce qu'ils devaient dire à l'observatoire devant l'ensemble des partenaires du département. Et c'était intéressant parce que les professionnels ont dit, ben voilà, les jeunes vont vous dire ça, les jeunes vont vous parler de ceci, de cela. Et au fond, sur 1 heure 1 quart, les adultes ont parlé oui, plus de 45 minutes et les enfants à peine 30 minutes. Et donc j'étais là, et donc forcément, le directeur enfance-famille m'a demandé ce que j'en pensais. Et donc j'ai bien entendu féliciter tout le monde. Et j'ai dit maintenant, est-ce qu'on peut jouer un nouvel exercice? Et maintenant, les travailleurs sociaux, vous allez vous asseoir à la place des enfants et les enfants s'ils le veulent, vont jouer les animateurs. Et en fait, les enfants ont pris la parole et c'était extraordinaire. Et puis, dans d'autres départements, je vois des choses sous forme d'ateliers qui sont très concrets, qui sont très pertinentes, très créatifs aussi, hein. Je crois beaucoup à la liberté d'expression et de pouvoir exprimer aussi par plein de modes, que ce soit des slams, du théâtre, des textes, enfin tout ce que les enfants souhaitent exprimer, des dessins, exprimer aussi ce qu'ils ressentent. Mais je vois aussi apparaître, et là j'attire votre attention aussi, des difficultés, c'est-à-dire des départements qui commencent à remettre en cause la participation des enfants dans les observatoires, parce qu'au fond, les enfants viennent dire, à travers, alors ce qui leur est reproché, en tout cas, pas dit aussi fortement, mais c'est que les enfants viennent pointer un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit dans leur propre parcours, défaut de prévention, des enfants qui n'ont pas été protégés en temps et en heure, ou qu'on n'a pas écouté je dirais, leur maintien des liens à plein d'endroits et qui viennent pointer un certain nombre de dysfonctionnements. Et certains départements leur disent, mais ce que vous dites là est dur à entendre pour les travailleurs sociaux. Au fond, les enfants se voient un peu taxés d'un bashing, alors qu'au fond, ils sont là pour rappeler leur réalité, et que c'est vrai que les enfants se confrontent à des technostructures qui sont très difficiles à bouger, puisque eux-mêmes, les travailleurs sociaux, subissent bien souvent, d'ailleurs, les organisations très, 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 très cloisonnées. Dans mes anciennes fonctions, j'ai connu, dans un département d'1 million d'habitants, j'ai connu des niveaux hiérarchiques où pour arriver jusqu'au DGS, donc il y avait un DGS, en dessous il y avait un DGA, en dessous il y avait un directeur enfance-famille, et il y avait je dirais, après, un chargé de mission, etc. Aujourd'hui, je vois des départements où, pour arriver au DGS, il y a 7-8 niveaux hiérarchiques. On a des chefs de service, des chefs de service adjoints, des DEF adjoints, des DEF, des DGA, des DGAA parfois, et on a comme ça
des organisations territoriales très très cloisonnées, rattachées au siège, d'autres fortement déconcentrées sur le département. Et on voit comme ça des professionnels de terrain qui sont totalement incapables de vous dire qui décide au fond. Qui décide dans un circuit, par exemple, d'article 40 ou même d'orientation pour quitter un établissement, pour aller vers une famille d'accueil, etc. Donc on voit des cloisonnements très forts aussi entre ce qu'on appelait historiquement la polyvalence de secteur, la PMI et l'aide sociale à l'enfance. Parfois, en fonction des organisations, les gens se connaissent peu ou échangent très peu. Donc, ce qui fait que, au final, la prise en compte de la parole des enfants, elle est fortement contradictoire, d'autant plus que les enfants en population générale, les enfants subissent un certain nombre de choses qu'on appelle des violences dites éducatives ordinaires, c'est-à-dire, vous savez, le tu qu'on emploie toutes et tous avec les enfants, régulièrement en tout cas, mais le tu sympathique, celui qui est dans la proximité physique, pour aller vite, pour montrer tout l'intérêt. Et puis, il y a le tu qui tue, quoi. Celui qui ne fait que des injonctions paradoxales, qui commande, fais ceci, fais pas ça. Le tu qui, employé au quotidien, eh bien, renvoie un message contradictoire, hein. Tu peux parler, mais au fond, tais-toi. C'est pas de ton âge. Et ça, c'est éminemment important de dire que beaucoup d'enfants vont donc se taire ou passer à l'acte, hein. Vous savez que le passage à l'acte, il intervient quand le passage au mot n'est pas possible très souvent. Et donc, on a beaucoup d'enfants en population générale déjà qui se taisent. On est très surpris quand on les découvre victimes ou auteurs parfois, parce qu'on dit, mais pourquoi t'as pas parlé avant? C'est exactement ce que moi je peux observer dans les instructions concernant le harcèlement et le cyberharcèlement. Alors que les jeunes, je pense à des jeunes de quatrième qui sont sensibilisés, notamment dans le cadre du programme phare à la lutte contre le harcèlement, et à qui on dit pourquoi t'as pas parlé avant? Et le jeune de dire comme ça, certes, je suis sensibilisé dans ma classe de quatrième, mais pendant ce temps-là, je suis harcelé dans les toilettes, zone de non-droit où personne ne va. C'est-à-dire que les enfants sont très, très attentifs à nos injonctions paradoxales à nous, c'est-à-dire au déni l'écart entre ce qu'on montre, ce que nos corps montrent et ce que nous on dit. C'est exactement quelqu'un qui viendrait vous mettre la main sur l'épaule et en vous mettant la main sur l'épaule, vous dites, tu sais, moi je marche pas à l'affectif. Eh bien, les enfants sont hyper sensibles à ce que nous montrons lorsque nous parlons. Et ça c'est très, très, pour beaucoup d'enfants, c'est très source de fermer la porte. C'est quelqu'un qui vous crierait soyez naturel. Vous voyez, il vous dirait sois naturel tout en vous le criant. Ben, vous voyez que c'est une injonction paradoxale et les enfants sont soumis à cela. Les enfants sont soumis à cela, nous rentrons toutes et tous fatigués le soir de notre travail et nos enfants nous sollicitent parfois pour faire des choses avec le soir et on est souvent fatigué. Mais on ne mesure pas que les enfants sont sans doute les personnes à qui on dit le plus non toute la journée. Alors je ne dis pas que le non n'est pas... il permet de se construire, il permet d'aller vite et parfois il n'y a pas besoin d'explications pendant 3 heures pour dire un non, mais il y a aussi énormément de non prise en compte des émotions, de la parole des enfants ou de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire quand les enfants sont victimes, c'est pas grave. On va par exemple et à juste titre d'ailleurs, les sanctionner, leur disent quand ils vont se frapper entre eux. Mais lorsque des adultes frappent les enfants, ça semble gêner pas grand monde, ou en tous les cas, c'est pas grave, ou en tous les cas, il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de conseil de discipline pour les adultes, mais il y en aura pour les enfants. Donc on voit bien que ça, les enfants sont très très attentifs à cela. D'autant plus dans un monde numérique qui évolue de plus en plus et qui font que, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur les effets nocifs du numérique, il y a aussi beaucoup d'informations qui leur arrivent, de connaissances. Et là où nos grands-parents ou arrière-grands-parents parlaient avec les gens du village, bah là, le village, c'est la planète pour les enfants. Et donc, ils peuvent aussi acquérir parfois des aisances et de pouvoir communiquer et donc remettre en cause potentiellement, d'ailleurs, ce que les adultes disent ou pas tant le fond de ce que disent les adultes, mais la forme, c'est-à-dire, tais-toi, c'est pas de ton âge, donc je vais pas te répondre. C'est-à-dire que oui, les enfants ont besoin qu'on prenne leur temps de dire les choses. Et ça, c'est éminemment fondamental. Je le vois par ailleurs sur toute la jeunesse, sur notamment les enjeux autour de la dégradation de notre environnement et comment les enfants se sentent totalement pas entendus, les ados, les jeunes, notamment dans la protection de la planète. Donc en protection de l'enfance, on a des enfants qui sont invisibilisés. Invisibilisés. Moi, je le vois bien, par exemple, dans mes différents débats au Parlement, par exemple, où on va voir l'enfant
on va voir l'enfant victime, et heureusement tout petit, victime de graves maltraitances, d'inceste, etc. Mais quand ces enfants n'ont pas été pris en compte, n'ont pas été pris en charge par défaut d'accompagnement parfois, défaut d'accès aux soins, etc. Et quand ces enfants-là vont passer à l'acte, là on va ne voir que le délinquant et on va oublier tout son parcours. On va ne voir que le délinquant pour des enjeux populistes en ce moment. Comment vous dire qu'il y en a pas mal. Donc ça, c'est un- et ce qui fait que je dis souvent qu'on adore nos enfants, hein. Mais alors si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait peinard, quoi. On voudrait qu'ils soient autonomes tout de suite, dès 3 4 ans. Certains veulent les condamner comme des adultes dès 12 13 14 ans. On ne supporte plus qu'ils jouent dans la rue, on ne supporte plus qu'ils fassent du bruit, on ne supporte plus qu'ils jouent dans la rue. On est dans un monde assez étrange en termes d'injonction paradoxale parce que on peut par exemple, je sais pas moi, si on habite en ville et dès que nos enfants peut-être arrivés fin de CM2 ou peut-être sixième, ça dépend des parents, dire, oh écoute, j'ai oublié le pain, je suis fatigué, est-ce que tu peux aller chercher le pain? Et on va lui dire deux choses à notre enfant, on va lui dire surtout, tu fais bien attention à ce qu'on te rende la monnaie, et surtout, tu parles pas à n'importe qui en rentrant sur le chemin. Mais quand ils rentrent, beaucoup d'enfants, c'est open bar sur la tablette. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que l'extérieur est dangereux. On accompagne nos enfants jusqu'à la porte de l'école, mais on oublie que les violences intrafamiliales, enfin, c'est là où elles sont les plus fortes. Et j'ai un ami qui est formateur de pompiers. Je prends toujours cet exemple parce que ça m'avait frappé. Et il me dit, tu sais, Eric, il y a à peu près 4500 morts, et c'est beaucoup trop, hein. Il y a 4500 morts sur les routes par an. Il y a 12 000 morts de maladies nosocomiales à l'hôpital et 20 000 morts d'accidents domestiques. Ça veut dire que c'est pas le voyage qui est dangereux, c'est la sédentarité. Et là, on est en train de dire à nos enfants, eh bien, qu'ils n'ont pas le droit de jouer dehors. On a fermé enfin, il en reste quelques-uns, mais on a fermé beaucoup les terrains d'aventure. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, il y a un vrai aussi une inclusion des enfants, c'est une inclusion par le jeu. Hein, je parlais des tout petits tout à l'heure. Vous savez bien que lorsque le bébé dort pas, eh bien, il dépense toute son énergie à rechercher la relation. Et comment on lui répond? Par le jeu. Parce que on apprend d'abord parce que ça procure du plaisir. On apprend par le jeu, on apprend à gagner. Bon, on apprend parfois à perdre, c'est plus compliqué, mais on se socialise par le jeu. Et ça, c'est fondamental. Un droit à l'enfance, une société éducatrice, un droit à l'enfance. On ne fait que de réduire le temps de l'enfance, d'autant plus qu'il ne vous a pas échappé que les réseaux sociaux et le monde ultra-économique, ultra-libéral, eh bien, a tendance à s'adresser à nos enfants comme des individus et pas comme des mineurs, pas comme des personnes de moins de 18 ans, hein. Et on leur demande d'avoir des barrières dans leur tête à eux, aux enfants, alors que c'est à la société aussi d'être, de créer un cercle, je dirais, évolutif autour de l'enfant pour le protéger et l'émanciper. Et ça, c'est éminemment important. Je crois, moi, alors, en termes de recommandations sur la protection de l'enfance, hein, nous en avons fait un certain nombre que vous retrouvez dans la décision cadre si vous allez sur le site du Défenseur des droits. Mais bien entendu, on a rappelé, je dirais, euh, parce que ça avait été dit à l'État aussi quand j'avais été entendu par le Comité des droits de l'enfant à Genève sur la manière dont l'État français mettait en œuvre la Convention de dire que si l'État a fait le choix, en toute indépendance, fort heureusement, dans cet État-nation, je dirais, déléguer la protection de l'enfance à un chef de file qu'est le département, n'empêche que c'est à l'État, hein, constitutionnellement, la sécurité est une compétence de l'État, et c'est l'État français qui rend des comptes à l'international. Ce n'est pas les 101 départements qui sont venus rendre des comptes au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Et que donc, ce que dit le comité, c'est que, et ce que nous on redit, hein, c'est qu'il y a urgence à ce que l'État compense les charges induites par les obligations nouvelles pesant sur les départements et qu'il augmente significativement la partie de son budget consacrée aux solidarités. Enfin, c'est quand même incroyable de voir que plus il y a de mouvements, je dirais, plus il y a d'achat de maisons, d'appartements dans un département, plus ce qu'on appelle les DMTO, hein, une part de ce qu'on paye chez le notaire quand on achète une maison ou un appartement va au département. Et que certains départements, du fait des difficultés de pouvoir d'achat ou d'attractivité, eh bien, ont perdu parfois la Gironde, c'est 150 millions d'euros, d'autres départements, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et que donc de laisser penser que la protection de l'enfance, elle est tributaire de l'embellie du marché de l'immobilier est un peu quand même un peu inquiétante. Et puis aussi que l'État doit aussi s'assurer que ses propres services ont les moyens de fonctionner, donc la pédiatrie, pédopsychiatrie, PJJ, etc., etc.
Bien entendu, les moyens donnés à la justice sont évidemment aussi importants, hein. Les délais d'audiencement, ça vous a pas échappé. De mieux accompagner et contrôler les structures d'accueil pour assurer le bien-être des enfants. Encore faut-il, là aussi, dans cette période contrainte financièrement, que les associations puissent avoir un souffle d'air pour pouvoir éminemment prendre en compte et prendre en charge les enfants de la meilleure solution. Il n'y a plus aucune association qui fait un excédent budgétaire. Vous savez, quand vous faites un excédent budgétaire, vous pouvez négocier avec votre tutelle, je dirais, de mettre une partie de cet excédent en investissement. Et investir, c'est penser. C'est-à-dire que si vous investissez pour, je sais pas, mettre aux normes écologiques un bâtiment, et bien dans ce bâtiment, il fera bon vivre demain. Et ça aura une incidence sur je dirais, l'ambiance et l'état des personnes. Et que moins vous avez de capacité d'investissement, plus ça tarit la pensée. Et tarir la pensée, c'est le risque de retour de violence institutionnelle, voire de catégoriser au fond, de trier qui pourra avoir accès et qui pourra plus avoir accès, parce que les associations seront à l'os, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet en termes d'enjeu des solidarités aujourd'hui. Euh, Bien entendu, on a beaucoup parlé aussi enfin, une recommandation sur absolument, mais là, c'est arrêter l'invisibilisation de la prévention, hein, que ce soit la prévention spécialisée dans les politiques publiques, mais c'est aussi le service social à l'école, c'est aussi l'état de la santé à l'école. On est quand même enfin, on a, alors vous allez me dire que le deuxième degré va pas forcément, on manque d'infirmières, d'assistantes sociales et de psychologues, mais alors on a un premier degré dans l'enseignement, donc l'enseignement maternel et primaire où on a, vous savez bien que, enfin, que la question de l'identité numérique, la question des smartphones, la question de ces parents qui s'étonnent, parfois qui s'inquiètent de l'entrée précoce dans la puberté avec l'enjeu des pesticides, du PFAS sur la santé, etc. Et on a un système scolaire premier degré qui est complètement obsolète, quoi. On ne sait pas trop quel est le statut du directeur, qui est à la fois directeur, instit, concierge et qui gère tout. On n'a pas d'assistante sociale ou très peu, on n'a pas d'infirmière scolaire, on n'a pas de psychologue scolaire rattaché au premier degré. Donc on voit bien qu'on a un premier degré qui n'a pas les moyens d'assurer la prévention de premier niveau comme il devrait pouvoir le faire. Donc ça, c'est un certain nombre de recommandations que vous trouvez dans notre rapport. Moi, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui me paraît fondamental qui est... alors, je vous ai parlé du droit international comme une digue à protéger, hein. Il y a une remise en cause du droit international. Il ne vous a pas échappé que dans ce monde un peu, en ce moment, on a une désinhibition totale de certains. On a un retour du patriarcat, du masculinisme, des violences, et au fond, on a une attaque contre les états de droit, c'est-à-dire le respect des libertés individuelles et l'accès au recours, hein. C'est-à-dire que vous savez bien que si on n'a pas de recours, pour nous toutes et tous, eh bien, c'est une remise en cause de la démocratie. Et pour certains, dans un ultralibéralisme totalement désinhibé et du patriarcat dont je vous parlais, là, eh bien, on voit bien que certains États sont attaqués, notamment la France, hein, parfois de l'étranger, en disant que le droit, au fond, empêche encore plus d'être ultralibéral et le recours aux gens et le recours des gens, le droit au recours fait perdre du temps. Et ça, c'est un enjeu démocratique éminemment important qui est attaqué, enfin qui attaque l'État français, hein, l'État français qui s'est construit, et cette digue-là, elle est éminemment importante, hein, depuis le siècle des Lumières, hein, avec Montesquieu qui rappelait ce qu'un État démocratique doit être, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Hein, ça, c'est fondamental. Ça prend du temps, hein, la séparation du pouvoir, parce que ça veut dire du débat contradictoire. Euh, mais aussi ce que disait Diderot, c'est-à-dire de lutter contre tous les dogmes, qu'ils soient religieux ou autres. Et puis Rousseau, le droit, c'est du contrat social, c'est apprendre à vivre ensemble. Des règles de droit sont fondamentales. Ça, c'est une première digue il faut absolument, sur lesquelles, à notre échelle, les uns et les autres, nous battions. La deuxième digue, je vous l'ai dit tout à l'heure sur les droits, c'est le droit international dont je vous parlais tout à l'heure. Mais une troisième digue qui, à mon avis, est éminemment importante et qu'à la NACEJ, vous connaissez fondamentalement, mais aussi dans les collectivités territoriales, c'est comment faire en sorte que les travailleurs sociaux, et pas que d'ailleurs, hein, n'oublient pas d'où ils viennent, c'est-à-dire de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est l'enjeu des transformations sociales. C'est-à-dire que c'est pas tant le savoir qui est important, c'est comment rendre disponibles nos enfants aux apprentissages, hein. Il ne suffit pas forcément de faire plus de français de maths pour être bon en français en maths, mais de rendre disponibles nos enfants aux apprentissages. Ça me paraît fondamental
de travailler sur les transformations sociales et donc en inclusion, puisque là, que ce soit l'éducation populaire, que ce soit euh, toutes les activités périscolaires, extrascolaires, eh bien, le XXe siècle en France n'a eu de cesse que de faire déconsidérer ces pratiques-là par l'éducation nationale. Au fond, comme si s'occuper d'un enfant, c'est beaucoup moins noble que s'occuper d'un élève. Alors qu'on oublie que si on veut que l'élève émerge, il faut sécuriser l'enfant. C'est fondamental. Et comment faire en sorte que l'activité périscolaire, extrascolaire, eh bien, elle soit continuum, un continuum d'éducation et surtout qu'elle soit pas un continuum, enfin, pour éviter un continuum de violence. Et ça me paraît fondamental. Par rapport à d'autres pays, la France, que ce soit en matière d'enfance, de handicap, la France a un biais négatif, c'est que plus vous vous occupez des enfants, moins vous êtes payé. Plus vous vous occupez d'autres, voilà, de l'élève. Alors je dis pas que les profs sont bien payés, attention, hein. Mais je dis que plus, en fait, tout le monde peut s'occuper d'enfants. Tout le monde peut s'occuper d'enfants, on le voit bien. C'est assez archaïque comme pensée. Euh, et ça, c'est fondamental. L'éducation populaire, elle est éminemment inclusive. Elle s'est créée dans l'inclusion tous les enfants en mixité sociale. Et forcément, d'ailleurs, on le voit bien, dans les difficultés de place, tant pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance que des enfants du handicap, eh bien, beaucoup vont se retourner vers, parce qu'ils ont tellement rien à proposer parfois, parce qu'il n'y a pas de place, eh bien, on va faire du centre aéré, on va faire de l'extrascolaire, des vacances, des colos, etc. Sauf que, éminemment, les, les, les- ces actions d'éducation populaire, elles n'ont pas forcément le personnel formé tout le temps. Et ce qui serait vraiment, comment faire en sorte que ces deux mondes se parlent, comme l'éducation nationale d'ailleurs et les activités périscolaires et extrascolaires, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait des ponts et que parfois les éducateurs puissent aussi participer à des activités au sein de l'éducation populaire avec les enfants qu'ils accompagnent. Ça, ce serait à mon avis, des transversalités qui seraient éminemment importantes. Voilà, donc pour moi, il y a un vrai enjeu là aussi à rappeler que c'est dans le faire avec, dans l'éducation, que tous les métiers se sont créés. Aujourd'hui, on a des éducateurs qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais aussi on doit réfléchir sur les formations. Sur les formations, hein. Il s'agit pas tant de pouvoir écrire des référentiels tous les quarts d'heure, mais il faut pouvoir enfin, plus ça va, moins les éducateurs passent de temps auprès des enfants. Là, il y a un vrai sujet. Hein. Il faut absolument que voilà, l'instit doit être devant les élèves, l'infirmier devant les malades et l'éducateur, il doit être devant les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelque chose d'un lieu commun. C'est ça qui fera la démocratie locale, l'émancipation et qui favorisera l'émergence de la parole des enfants. Ce qui est pas c'est pas grave de se tromper. Ce qui est important, c'est de donner les moyens aux enfants de se relever, hein. Je crois que c'est un précepte, s'il y a des judokas parmi vous, c'est un précepte du judo, hein. On ne juge pas les gens au nombre de fois qu'ils tombent, mais au nombre de fois qu'ils se relèvent. Eh bien, il faut qu'on fasse la courte échelle à nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire parce que peut-être qu'au niveau timing, je suis déjà un peu en retard. Je voulais juste attirer votre attention sur tous ces enjeux-là. Alors, je sais bien hein, que je suis allé sur des enjeux internationaux à des enjeux locaux et vous dire que si je vous dis ça, c'est parce que le défenseur des droits a 650 délégués partout en France, dans l'Hexagone et en territoire d'outre-mer, et dans les permanences gratuites, ils reçoivent des gens, des enfants, ce qui fait que nous sommes très au fait des difficultés. Et puis, le fait de pouvoir en rendre compte au Conseil de l'Europe ou à l'ONU me permet aussi d'avoir une vision très, très, très intriquée entre les décisions internationales, nationales et les politiques locales. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère j'ai dû parler un peu vite pour dire tout ça, mais j'espère avoir été clair. Merci à vous. Très clair, merci beaucoup, Merci beaucoup. Monsieur Delmar. Je pense que ça a été apprécié de tous les participants, participantes. Effectivement, c'était très complet. On voyait bien les différents enjeux, voilà, pour la démocratie, mais surtout pour le droit, voilà, des enfants. Je ne sais pas si, du coup, il y a des réactions éventuellement de certaines personnes, de certains départements. Voilà, des questions. Effectivement, c'était très complet ou des réactions. Voilà, on a pris un tout petit peu de retard, mais je pense que ça valait le coup. Donc voilà. Ouais, ouais, je arrive à voir le chat, mais Ouais. hop là, tac, tac, tac. Parce que s'ils veulent prendre un jeu. Ah oui. Non, mais sinon on va passer Non, il y a pas. à la concrétisation. Ouais. Eh ben très bien. Eh ben merci, vraiment encore un grand merci. C'était
C'était une grande joie, voilà, de pouvoir entendre aussi tout ce regard que vous portez et cet engagement aussi que Mhm. vous pouvez avoir. Et puis bah du coup maintenant ça va être intéressant aussi de voir comment est-ce que bah, toutes ces réflexions elles peuvent se concrétiser sur le terrain, si je puis dire. Voilà, avec toutes ces notions aussi d'éducation populaire et comment est-ce que cet avis des jeunes, il peut être pris en compte, en tout cas écouté, entendu, avec parfois justement aussi des avis qui peuvent être un peu subversifs, comme vous le Mhm. disiez. Et donc, je vais laisser la parole, du coup, à Laura Bio. Donc, comme je vous le disais en introduction, qui travaille donc pour le département de la Seine-Saint-Denis, qui a créé un conseil de jeunes d'enfants confiés, de jeunes confiés, pardon, en 2022. Ça fait 3 ans. Donc voilà, ça va être un retour d'expérience assez enrichissant, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé quand on en a parlé. Voilà, des premières années de pratique et puis aussi des réflexions qu'ils ont maintenant et de la réadaptation un petit peu de cette démarche qu'ils sont en train de faire actuellement. Du coup, voilà, elle vous présentera un peu de manière générale les premières étapes et puis après, on arrivera vraiment aussi dans cet aspect, enfin sur cet aspect, pardon, de l'inclusion à travers à la fois bah, l'adaptation des temps, l'adaptation des lieux dans lesquels ils se retrouvent, mais aussi la co-animation. Voilà, il y a différents aspects dans leur démarche qui j'espère, je pense, pourra aussi nourrir les pratiques de chacun, chacune, quels que soient les jeunes avec qui vous travaillez. Voilà, Laura, si ça vous va, pardon, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci Raphaël et merci à l'équipe de l'LNSH de nous avoir proposé d'intervenir auprès du réseau. C'est un plaisir en plus d'intervenir parce notre conseil des jeunes a reçu le prix coup de cœur du réseau l'année précédente, donc ça permettait de mettre en valeur aussi les démarches participatives auprès des enfants et des jeunes confiés. Donc, oui, on avait prévu de faire une présentation globale du Conseil des jeunes en revenant rapidement sur les objectifs, le format qu'on a retenu nous en Seine-Saint-Denis, avant de présenter un peu plus concrètement comment travaille notre Conseil des enfants et des jeunes, et peut-être terminer effectivement par des conditions de réussite que nous, on a identifiées qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc rapidement, donc la Seine-Saint-Denis, c'est 1 600 000 habitants. La protection de l'enfance, on a 6 000 enfants et jeunes confiés, donc qui sont placés, accueillis dans nos maisons d'enfants, chez les assistantes familiales. L'ASE, c'est 600 agents et 500 assistants familiaux. Donc, gros département avec beaucoup de moyens, avec un budget de plus de 320 millions. Donc, je remets un peu le cadre parce que je sais qu'il y a pas mal de départements qui participent, d'autres collègues qui sont aussi qui interviennent en protection de l'enfance. Voilà, ça remet un petit peu le cadre. Donc, le Conseil des enfants et des jeunes en Seine-Saint-Denis, c'était une action qui était inscrite dans notre précédent schéma départemental qui est arrivé à échéance en fait fin 2022. Donc le conseil, comme l'a dit Raphaël, a été lancé en novembre 2022 officiellement. On a pu faire beaucoup d'entretiens exploratoires avec certains départements qui avaient déjà mis en place des conseils d'enfants et jeunes confiés. Donc c'est grâce aussi au retour d'expérience. Donc c'est pour ça qu'on a plaisir à intervenir aussi auprès de vous aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est aussi inspiré d'autres démarches par le passé pour notre conseil des jeunes. Et on avait aussi réuni à l'époque un groupe de travail qui était composé de professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des partenaires pour pouvoir un peu définir les objectifs et le périmètre de notre conseil des enfants. Donc concrètement, quand le Conseil des jeunes a été pensé, l'objectif était vraiment que les enfants et jeunes confiés puissent contribuer à la politique publique. Donc qu'on puisse ouvrir un espace de parole, d'échange, de réflexion aux enfants et jeunes confiés au sein du département, au-delà de ce qui peut exister comme espace d'expression collective, voire même ce que disait Monsieur Delmar sur le volet individuel, hein, de ce qui peut exister aussi dans le cadre du parcours de l'enfant. On avait vraiment envie de créer cet espace qui n'existait pas au niveau départemental, qui permettait à des enfants de se rencontrer entre ceux qui vivent dans les lieux d'accueil collectif, certains en famille d'accueil et pour d'autres qui ne sont plus confiés aujourd'hui, qui ont pris leur envol mais qui voulaient potentiellement revenir nous dire aussi ce qu'ils ont apprécié ou non de leur accompagnement. Donc il y avait aussi cette volonté, au-delà d'ouvrir cet espace de parole, de pouvoir développer des rencontres, de l'entraide entre les enfants et les jeunes et de pouvoir expérimenter le débat, la participation citoyenne et leur donner aussi l'opportunité pour celles et ceux qui le souhaitaient de mettre en place des projets collectifs. Donc, on savait dès l'instant qu'on avait lancé le Conseil des jeunes qu'il y a beaucoup de choses qui allaient prendre du temps
pour voilà, de ce qui pouvait remonter comme difficulté, de pouvoir le temps de se poser et d'essayer de réfléchir à des solutions concrètes, ça allait prendre du temps, mais que par exemple, des projets collectifs qu'on pouvait mener dans l'année, on pouvait facilement accompagner les enfants et les jeunes. À leur mise en œuvre et donc pouvoir avoir un peu une dimension projet dans ce conseil des enfants. Donc on a pu réaliser via un podcast, un tournoi de foot, des soirées des talents qu'on mène déjà depuis 2 ans. Donc voilà, c'était un peu cette dimension projet qui nous tenait à cœur. Donc notre conseil des enfants, il a tout de suite été pensé pour les enfants et jeunes, donc confiés ou l'ayant été, de 6 à 25 ans. Donc, dès le début, ça a été ouvert du coup aux anciens, donc 21-25. Pourquoi on se disait que ça pouvait être très bien qu'ils puissent revenir aussi nous dire, en ayant un peu éprouvé justement leur vie après l'accompagnement par notre service, nous dire voilà ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. De pouvoir aussi créer un peu cette entraide justement entre les 21-25 et ceux qui sont tout juste majeurs, pouvoir un peu les aider aussi. Donc certains se sont entraidés pour les courriers de demande de contrat jeune majeur, pour les stages, les recherches d'emploi. Voilà, ça leur a permis notamment voilà, de s'investir un petit peu dans cette dynamique d'équipe et puis bien sûr de garder un principe clé qui est le volontariat. Donc en fait, on avait tout de suite choisi de ne pas faire candidater formellement les enfants et les jeunes. Donc il n'y a pas forcément une lettre de candidature ou voilà, il y a un fichier d'inscription, enfin une petite fiche d'inscription qu'ils ne sont pas obligés de remplir. À chaque fois, on leur dit c'est assez souple, hein, vous pouvez tester, venir une fois. Et si vous n'avez pas envie de revenir, vous ne revenez pas, c'est pas un souci. On préfère garder ce principe-là parce que ça permet à des enfants et des jeunes qui peut-être ne viendraient pas de venir en fait parce que le formaliser, peut-être que ça leur ferait peur ou ça les enfermerait tout de suite dans quelque chose. Et donc là, en leur disant, vous venez, vous testez, et si vous n'avez pas envie, vous revenez pas, ben, ça nous permet voilà, d'avoir des enfants et des jeunes qu'on n'aurait peut-être pas eu dès le début. Donc on a gardé ce format vraiment souple, flexible, pour coller notamment aux contraintes aussi bah, sur le terrain, des lieux d'accueil qui ont beaucoup d'accompagnement à faire, des plannings très chargés, des enfants aussi qui ont beaucoup d'activités, de visites, d'hébergements. Donc, d'essayer d'adapter un peu tout ça. Donc, on a tout de suite choisi de faire quelques rencontres par année. Donc, en fait, pour un enfant inscrit au Conseil des jeunes, c'est 4 à 5 rencontres dans l'année scolaire. Donc, ça reste assez léger, entre guillemets, pour pouvoir lui permettre de participer, donc d'avoir quand même du temps pour bah, justement travailler, d'échanger avec les autres enfants, mais en même temps que ça puisse s'inscrire dans son planning avec les activités qu'il peut avoir, les visites, les hébergements, les séjours, etc. Donc voilà, 4 à 5 rencontres dans l'année. Au niveau de l'animation, donc Raphaël le disait, il y a une co-animation qui est pensée. Donc c'est nous, l'Observatoire, qui portons l'animation, mais on est aussi accompagné d'étudiants en travail social, donc de futurs éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants. Donc on a conventionné avec notamment 2 écoles de travail social pour pouvoir permettre à des étudiants en formation de participer à l'animation du Conseil des jeunes. Et on a aussi des anciens jeunes confiés qui participent à l'animation, qui ont soit été sollicités par notre association d'entraide qui est Essor 93 chez nous, mais aussi des jeunes qui ont participé auparavant au Conseil des jeunes, qui ne sont plus accompagnés aujourd'hui et qui, au bout de 2 3 ans de participation au Conseil des jeunes, on leur a proposé de participer en tant qu'animateur. Donc de changer de place au sein du Conseil des jeunes parce que bah, ils connaissent bien le fonctionnement du Conseil des jeunes, ils savent mieux que nous ce qui est important pour eux d'avoir dans l'animation pour être à l'aise, pour participer. Et donc voilà, on a une petite équipe d'animation qui se monte d'année en année et qui nous permet voilà d'être en capacité d'appuyer les enfants et les jeunes, d'être assez nombreux aussi pour permettre un soutien plus individuel pour celles et ceux qui en ont besoin, et d'avoir aussi, à la fois pour les anciens jeunes confiés, de pouvoir être plus aptes aussi à relancer, à poser des questions parce qu'ils sont passés par les mêmes lieux d'accueil, ils savent aussi ce qui peut faire défaut et donc mieux relancer aussi les enfants et les jeunes du conseil. Et pour les étudiants, ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'était que ça leur permettait d'entendre directement ce que les enfants et jeunes ont à dire, de la pratique professionnelle notamment, et que ça puisse, pour ceux qui poursuivront leur carrière en protection de l'enfance, que ça puisse aussi leur donner des billes. Donc voilà, au niveau du format, on a essayé de faire quelque chose de souple. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de logistique, d'adaptation. Parfois, on ne sait pas forcément. Enfin, dans la semaine, voilà, on ne sait pas si le samedi, il y aura 15 enfants ou 30. Donc forcément, ça demande beaucoup de souplesse, mais en même temps, ça permet d'ouvrir et d'inclure, comme disait Raphaël, hein, plus d'enfants et de jeunes au sein du conseil.
Donc là, on est sur la quatrième édition du Conseil des jeunes. Donc il y a eu 3 années de travaux très riches, plus de 250 propositions pour changer les choses. Donc on a travaillé sur beaucoup de sujets. C'est les enfants et jeunes qui ont choisi les sujets. Donc on parlait bien sûr de protection de l'enfance, de conditions d'accueil, du lien avec le référent ASE, du lien avec les juges des enfants, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui sont pas forcément dédiés qu'à la protection de l'enfance, mais la question de l'autonomie, de la santé mentale. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui ont été abordés. Donc on a un livret récapitulatif, hein, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, où on recense voilà, tous les sujets et à chaque fois ce qui est positif et négatif du point de vue des enfants et leurs idées d'action concrètes à mettre en place ou à développer. Et donc, voilà, on a beaucoup, on a eu une phase en fait où il y a eu beaucoup d'expressions, beaucoup d'idées exprimées. Et là, on rentre un petit peu dans quelque chose qui est de l'ordre du droit de suite, ou en tout cas de pouvoir concrétiser certaines des demandes des enfants et des jeunes. Donc, on a de la chance parce que dès la deuxième année, il y a déjà des choses qui ont commencé à être créées ou développées au niveau du département qui a permis de répondre en fait à certaines demandes des enfants et des jeunes du conseil. Donc, ça leur a donné aussi une visibilité sur le fait que bah, ce qu'ils ont dit, ça sert à quelque chose et donc ça a permis de faire bouger déjà des premiers sujets. Et donc là, on arrive vraiment sur un moment où il y a quelques actions qui ont été concrétisées. On essaye à toujours hein, d'en parler aux enfants et aux jeunes du conseil. Donc on a par exemple une allocation Boost études pour les jeunes dont le contrat jeune majeur se termine à 21 ans. Ils sont encore en poursuite d'études ou de formation. Et donc, pour être sûr qu'ils continuent leur formation, leurs études, il y a une bourse. Ils peuvent candidater, donc avoir une allocation supplémentaire et un suivi social pour être sûr que leurs études puissent continuer et surtout qu'ils puissent ne pas travailler tous les jours, le week-end, etc., pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. On a un passeport autonomie qui les accompagne, notamment dans le référentiel HS, hein, ce qu'on voyait un peu les étapes du parcours autonomie. On a un document qui a été réalisé. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont pu être mises en place grâce au Conseil des jeunes. Et il y a aussi d'autres choses qu'on aimerait pouvoir travailler directement avec les enfants, les jeunes, mais aussi les professionnels de terrain. Donc là, on retourne un petit peu les choses où on se dit, bah voilà, il y a des choses qui ont été demandées par les enfants. Il y a besoin de travailler ça avec les professionnels, mais en même temps en perdant pas de vue que les enfants doivent aussi pouvoir nous aider. Et donc, on teste un peu des choses au niveau du conseil des jeunes. Donc l'année dernière, on a commencé à faire des groupes miroirs, donc avec les enfants du conseil d'un côté, les professionnels de l'autre, pour essayer de travailler sur des sujets très précis. Donc là, on avait un objet notamment en tête, c'était un livret d'information pour chaque enfant confié. Donc ça a été demandé qu'ils aient un support pour leur préciser qu'est-ce que la protection de l'enfance, à quoi ça sert, qui va m'accompagner, quels sont les différents professionnels que je vais rencontrer dans le cadre de mon parcours, que ce soit une mesure judiciaire ou administrative, que ce soit dans le cas d'un placement ou d'un accompagnement à domicile. Voilà, de reprendre un petit peu les choses, d'avoir un livret à hauteur d'enfant. Et donc ça, c'était une demande du Conseil des jeunes. Et typiquement, là, on essaie de le travailler avec eux, mais aussi avec des professionnels de terrain qui seraient volontaires. Donc on arrive vraiment sur une nouvelle étape hein, du Conseil des jeunes où on va avoir plutôt des groupes projets, on va pouvoir un peu faire des allers-retours avec les enfants et les professionnels. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau et qu'on va tester là cette année. Donc voilà, on vous fera un retour peut-être après pour ceux qui sont intéressés de savoir si ça a marché ou pas. On aimerait bien développer justement les auditions de professionnels, puisqu'il y a certains sujets où les enfants ont besoin de plus d'informations pour se positionner. Donc pourquoi pas auditionner des professionnels qui pourraient être présents. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle un peu, enfin, une nouvelle méthode et c'est vrai qu'au niveau de l'inclusion, hein, qui est le sujet un peu de notre réunion aujourd'hui, c'était vraiment cette idée de faire en sorte que ce soit le cadre le plus souple possible pour que tout le monde puisse participer, de faire en sorte que ce ne soit pas des espaces trop institutionnels, non pas que c'est pas forcément intéressant, que les enfants n'ont pas leur place, ils ont leur place, mais c'est aussi de pouvoir préparer ça et dans ce cas-là d'avoir des espaces qui soient conviviaux. On se déplace beaucoup dans les structures de Seine-Saint-Denis, qui soient des structures culturelles, sportives ou alors en lien directement avec une thématique. Donc la maison de l'avocat
et du droit quand on parle des droits des enfants, par exemple, ou un espace d'insertion des jeunes quand ils parlent d'autonomie. Voilà, on essaye de faire en sorte de pousser un peu des portes d'institutions pour que les enfants eux-mêmes se disent, bah tiens, j'ai le droit d'y aller, et que les éducateurs même se disent, bah je peux revenir avec les enfants une prochaine fois. Donc vraiment d'ouvrir sur des espaces ouais, de convivialité, de penser à ça, parce que ça fait un peu le pont avec ce que M. Delmar disait hein, sur le volet individuel et le volet collectif. C'est vrai que la participation, on le dit souvent, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Donc il y a le volet collectif, un peu de l'intérêt général de pouvoir changer les choses. Il y a des jeunes qui s'inscrivent au Conseil des jeunes en disant, moi j'ai envie de changer les choses pour tout le monde. Ce sera peut-être pas pour moi parce que c'est trop tard, mais ce sera pour les enfants qui vont passer après moi. Ça, certes, c'est l'intérêt collectif, mais en même temps, il y a aussi le volet individuel. Qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant, je retiens de cette participation? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Est-ce que ça m'a permis de rencontrer d'autres enfants et d'autres jeunes, me lier d'amitié? Est-ce que ça m'a permis d'avoir un petit temps, voilà, en dehors du foyer, en dehors de ma famille d'accueil, pour souffler un petit peu? Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Donc, il y a des jeunes qui ont fait valoir leur participation dans le cadre de leur démarche d'insertion. Certains ont demandé un justificatif aussi pour leur renouvellement de titre de séjour. Ben, c'est tout ça aussi comme impact personnel qui est important à prendre en compte. Et je trouve que si on ne le pense pas au niveau de notre conseil des enfants et jeunes, on passe à côté de quelque chose. Et certes, l'intérêt collectif est très important, mais bien souvent, et là on l'a dit, hein, c'est que ça met du temps. Et bah, c'est sûr que je suis pas étonnée qu'il y ait des départements qui remontent aussi, que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de propositions du Conseil des jeunes qui vient voilà, souligner des grosses difficultés structurelles, budgétaires, et que c'est un peu difficile de dire oui à tout et de tout concrétiser. Mais en même temps, voilà, faut pouvoir le faire. Et c'est une des conditions de réussite. Enfin, je veux finir là-dessus, c'est que sans impulsion politique et sans soutien aussi, c'est un peu difficile de porter ce type de projet. Nous, on a de la chance qu'on a une réelle confiance et un appui des élus aussi. Il y a une certaine prise de risque, hein, clairement, en créant le Conseil des enfants, on savait que il y allait avoir des retours négatifs sur le fonctionnement, des demandes de mise en place de dispositifs qui peuvent être coûteux. Enfin, par exemple, Boost Études, c'était pas forcément prévu d'accompagner des jeunes de 21 à 25 ans sur leur poursuite d'études ou de formation. Mais voilà, c'est aussi une prise de risque et un appui à débloquer. Ça transforme aussi la politique publique parce que voilà, peut-être on modifie la hiérarchie aussi des actions. Typiquement, l'accompagnement à la scolarité, c'est pas quelque chose qui n'était pas du tout pensé hein, au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. C'était déjà un peu dans les cartons, on va dire, mais le fait que les enfants en parlent dès la première année aussi de manière aussi importante, bah, ça a permis directement de ressolliciter les élus en disant là, c'est un sujet, c'est vraiment important, il faut qu'on y aille et on doit y aller. Et en fait, ça nous oblige un petit peu, en fait, ce conseil des enfants nous oblige aussi pour ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est aussi notre rôle, je trouve, en tant qu'ODPE, de faire converger les différentes participations. Nous, on le dit souvent, on le rappelle, parce qu'on est beaucoup en lien avec les professionnels de terrain, leur dire que ce que les enfants et jeunes y remontent au Conseil des jeunes, c'est souvent ce que les professionnels aussi nous remontent. Donc en termes de difficultés, d'idées d'évolution, souvent ça converge en fait. Donc c'est pas contre eux que cette participation se fait. Et après, par contre, c'est au niveau de la direction et des élus de pouvoir aussi soutenir ça, soutenir cette convergence et de répondre vraiment aux besoins des enfants et des jeunes, ce qui a pu être remonté. Donc c'est vrai que ça demande un certain courage, une prise de risque. Et donc c'est vrai que sans l'impulsion politique, je pense qu'on n'aurait pas réussi à répondre aussi positivement à certaines demandes des enfants et des jeunes du Conseil. Merci beaucoup, Laura. C'est très intéressant. Puis là, on est vraiment aussi dans le concret. Alors je sais pas, peut-être que les personnes souhaitent poser leurs questions en direct, mais on a Maxime Cassial de la Haute-Garonne qui pose des questions, notamment sur l'animation, enfin, l'inclusion avec des changements peut-être de jeunes, puisque vous êtes assez souple sur les inscriptions. Et puis aussi sur le lien avec les collèges et la question de la disparité de l'âge. Et puis on a aussi Maxime Bien-Aimé du département de la Meuse qui a des questions sur les déplacements et je pense le suivi des éducateurs et éducatrices. Voilà, je ne sais pas si je les ai assez bien retranscrites, elles sont dans le chat, mais je vous laisse y répondre peut-être. Oui, je vais essayer de répondre.
Au plus vite. Alors, est-ce qu'il y a un noyau dur de jeunes participants? Chaque année, oui. Après, là, on est à la quatrième édition. On a lancé officiellement notre conseil des jeunes là Ah, c'était la mission. le 22 novembre. Le 28 novembre, pardon. Donc, c'est tout récent. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la première année qu'on a autant d'inscriptions avant le lancement. Et donc, donc là, cette année, on est à plus de 100 inscrits, alors qu'on vient tout juste de lancer officiellement l'édition. Et on avait plus de 70 enfants présents le jour J. Donc, on augmente d'année en année. La première année, on était plutôt sur une trentaine d'enfants et de jeunes qui venaient aux rencontres. Là, on augmente. Donc, ça demande d'avoir une équipe d'animation assez conséquente. Les 3 premières années, on était sur des groupes d'âge. Donc, on a toujours réuni plutôt 6-10, donc âge primaire, collégien ensuite, puis ensuite lycéen, voire majeur. On avait travaillé voilà, comme ça en groupe d'âge, en essayant aussi de modifier un peu les rencontres. Je prends par exemple les 16-25 ans. Il y avait 2 groupes parce qu'ils étaient assez nombreux, mais aussi parce que certains pouvaient venir le week-end, d'autres pas du tout parce qu'ils travaillaient, parce que voilà, ils avaient d'autres activités prévues. Donc, on faisait plutôt un soir en semaine, un le week-end. Donc ça, c'était les 3 premières années. Par contre, là, comme on va être un peu sur des groupes projets ou des commissions thématiques, il est possible qu'on mixe un peu les âges parfois, en gardant un maximum des groupes d'âge parce qu'on fait évoluer l'animation en fonction des âges. Mais voilà, on a plutôt fait des groupes d'âge auparavant et là, on va tester autre chose. Donc, on vous dira si ça marche bien ou pas. C'est un test. Est-ce qu'il existe des passerelles entre notre conseil des enfants et le conseil des collégiens? Non, car il n'en existe plus en Seine-Saint-Denis. Il y en avait un, mais il n'existe plus. Par contre, il y a une assemblée des sans-voix qui vient d'être montée en Seine-Saint-Denis. Des jeunes y participent et d'ailleurs, il y a des jeunes de notre conseil des jeunes qui avaient candidaté qui n'ont pas été tirés au sort, mais qui avaient quand même candidaté. Et il y a, par contre, ce qui est intéressant même dans l'inclusion, c'est que on a une stratégie jeunesse qui est travaillée au sein du département actuellement, donc qui est plutôt de la direction jeunesse. Nous, on est direction enfance-famille, donc 2 directions différentes. Mais par contre, dans le cadre du travail sur la stratégie jeunesse Seine-Saint-Denis, nos collègues de la direction jeunesse ont consulté des enfants et des jeunes qui ont été accompagnés en protection de l'enfance. Donc certains ont même fait des retours sur la stratégie jeunesse, le document, le livre blanc qui a été travaillé. Donc il y a des ponts qui se font autrement. Et est-ce que j'ai répondu? Les déplacements, est-ce qu'on arrive facilement à organiser les déplacements? Alors c'est plutôt à la charge effectivement des structures d'accueil, familles d'accueil. Alors après, nous, on est vigilant au niveau de l'ODPE. Enfin, du coup, de mon côté, je suis vigilante pour faire en sorte que les lieux qu'on choisit soient accessibles. Notamment, par exemple, pour les plus petits, on sait qu'il y a besoin de places de parking, ils ont des trafics, donc il y a besoin de beaucoup d'espace pour se garer. Donc, on essaye de faire en sorte de trouver des lieux qui soient accessibles, notamment en voiture, qu'il y a un parking à proximité. À l'inverse, quand c'est plutôt les 16-25 qui sont plutôt autonomes dans leurs déplacements, c'est de trouver des lieux qui soient accessibles en transport en commun. Mais c'est déjà arrivé effectivement qu'il y ait des remontées de structures qui nous disent c'est compliqué d'accompagner les jeunes, il n'y a qu'un éducateur sur site, on peut pas le faire ce week-end. Nous, on essaye un peu voilà, de les accompagner dans le fait de mutualiser leurs moyens. Pour certaines associations, elles ont plusieurs lieux d'accueil, plusieurs maisons d'enfants, donc on essaye de faire en sorte que par exemple les éducateurs soient mutualisés, qu'il y en ait un qui reste dans une des maisons d'enfants, l'autre qui accompagne les enfants. Donc ça se met en place, ça marche plutôt bien. Et on a parfois réadapté les choses. Par exemple, les familles d'accueil, notamment du département, nous disaient c'est compliqué le samedi sur le week-end. Est-ce que vous pouvez pas faire des rencontres pendant les vacances scolaires? Et dans ce cas-là, on a ouvert des créneaux en vacances scolaires parce que ça permettait notamment aux assistantes familiales de faire plus facilement des accompagnements. Donc, on a réadapté certaines choses dans notre calendrier. Mais ça, après, c'est notamment, je pense, dans un gros projet qu'il faut en parler, de pouvoir enfin, essayer de sonder aussi les structures d'accueil, les familles d'accueil pour voir ce qui est le plus adapté. Et pour répondre à la question de Cathy, comment on fait pour mobiliser les jeunes, il y a eu plusieurs modalités de communication. Donc déjà, quelque chose qui a été mis en place, c'était d'envoyer chaque année un courrier à chaque enfant et jeune de la tranche d'âge, donc directement sur leur lieu d'accueil, donc nominatif, hein, donc c'est adressé à leur nom
pour qu'ils puissent prendre connaissance du projet. Donc, il y a un dépliant, il y a un courrier du président du département les invitant à, voilà, à lire le courrier et à venir à la première rencontre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque année qui permet de toucher certains enfants et jeunes qui se disent dès la réception du courrier, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Mais ça ne suffit pas. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace. Enfin, moi, j'essaie de me déplacer dans des maisons d'enfants, notamment celles qui participent pas chaque année. Comme ça me fait un peu le tour de toutes les structures d'aller directement auprès des enfants, en fait, leur parler du projet. Ça permet aussi aux équipes d'écouter un petit peu et de voir un peu comment s'organiser. C'est plus facile pour moi aussi après de répondre à leurs questions une fois que j'ai présenté aux enfants, de leur dire voilà comment ça va se passer, comment on peut travailler ensemble, quelles coordonnées je peux récupérer pour leur envoyer les informations. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi voilà, une possibilité pour nous de nous déplacer directement. Ça peut arriver aussi que auprès des assistants familiaux du département, il y ait des réunions de territoire et dans ce cas-là, on intervient auprès d'eux. Puis après, c'est du bouche à oreille. Enfin là, je vous avoue que ça fait 4 ans, donc au fur et à mesure, on arrive à toucher de plus en plus de structures, d'associations, de familles d'accueil, mais parce que voilà, ça roule un peu, on arrive enfin, ceux qui ont déjà participé souvent continuent leur participation, même si les enfants changent, parce que forcément, bah, c'est la vie aussi d'une structure d'accueil, c'est que les enfants potentiellement repartent, mais en tout cas, eux connaissent bien le projet, l'équipe éducative connaît bien le projet. Et puis, bah, de chaque année, on essaie de raccrocher des nouvelles structures ou des nouvelles familles d'accueil. Merci beaucoup. Ah, et on a une petite question. Sur les formats des rencontres, oui, il y a toujours, c'est toujours adossé à des temps de convivialité, soit c'est des goûters, soit c'est des repas. On arrive toujours à faire aussi un peu des animations un peu ludiques, toujours avec un temps de brise-glace, mais aussi d'autres choses. Parfois même dans l'animation même, on pense un peu des jeux. Donc ça, on essaye de le faire au maximum et c'est aussi un peu le travail de repérage de structures sur le département qui peuvent nous donner aussi des activités, des petites visites. Parfois, on va dans des endroits où, par exemple, il y a des cuisiniers, donc on arrive à un peu avoir un temps de repas. Enfin, voilà, on essaye, mais ça, c'est un gros travail de repérage. Donc, la première année, c'était plus difficile de proposer ces temps-là. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant qu'on connaît bien les partenaires, notamment qui sont financés par le département, parce qu'il y a une grosse politique culturelle, on arrive un peu à repérer. Donc, oui, on essaye parce que sans ces temps-là, je pense que c'est un peu compliqué. Et même pour les professionnels qui accompagnent les enfants, mais qui ne peuvent pas assister à l'atelier parce que le but, c'est que il y a une liberté de parole. Donc, les éducateurs ou les assistants familiaux ne restent pas au temps de l'atelier de travail. Ça leur permet, eux, voilà, d'avoir un petit temps avec nous quand même convivial après. Pour la prévention spécialisée, non, ça a été vraiment pensé pour les jeunes confiés. Côté prévention spécialisée, il y a d'autres démarches menées par nos collègues qui permettent notamment d'associer les jeunes sujets en prévention spécialisée. Mais du coup, nous, on est resté sur le noyau enfants et jeunes confiés, même si parfois on a traité un peu avec ces sujets l'accompagnement de placement à domicile, etc. Mais en tout cas, on est resté sur enfants et jeunes confiés. Quel délai pour réaliser quel projet? En effet, question de la continuité posée précédemment si les jeunes ne sont pas les mêmes du rencontre à l'autre. Bah c'est ouais, c'est tout le travail un peu d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un fil rouge quand même d'une séance à l'autre. Alors souvent, enfin les années précédentes, c'était un sujet par atelier, enfin un thème par atelier puisqu'ils choisissaient leur sujet. Donc en fait, si un enfant participait sur une rencontre, c'était un thème en particulier. S'il revenait pas la fois d'après, c'était pas grave, on avait traité le thème la fois d'avant. D'ailleurs, on donne le calendrier souvent fin décembre pour toute l'année scolaire. Donc, ça permet aussi aux enfants de savoir quels thèmes sont traités à quelle rencontre et donc de pouvoir un peu s'organiser aussi en fonction des thèmes. Voilà, et puis après, c'est un peu tout l'intérêt d'avoir un animateur fil rouge. Donc, ce que j'incarne en fait au niveau de l'ODPE, c'est de pouvoir vraiment suivre toutes les rencontres du Conseil des jeunes, faire toute cette continuité. Et typiquement, ce que vous demandez, Carla Marin, sur comment faire remonter les propositions aux élus, aux professionnels. Il y a un peu tout le travail de compte-rendu, d'intervention dans des réunions de travail, tous nos espaces en interne. Ça peut être les groupes d'échange de pratiques dans les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance, donc avec les différents métiers, les travailleurs sociaux, les psychologues, les assistants administratifs. Ça va être toutes nos réunions de cadre
de service ASE, toutes les réunions avec les partenaires, donc au sein de l'ODPE, donc on anime ce réseau-là, mais ça peut être aussi quand on rencontre les directions d'établissement. Enfin, en fait, on essaye de s'immiscer un petit peu dans chaque espace de travail pour pouvoir faire en sorte que ce que les enfants et jeunes ont demandé puisse être bien pris en compte dans les travaux du service ou alors des travaux des partenaires. Donc, c'est un gros travail aussi de suivi. Et en même temps, comme on est à l'observatoire, c'est aussi notre rôle. Donc, nous, on a notre suivi du schéma, hein, les actions du schéma qui sont suivies. Et donc, moi, j'ai mon tableau, enfin, le pendant, mon tableau avec toutes les propositions des enfants et des jeunes. Et j'actualise chaque année avec un peu les actualités du service, qui a été travaillé, pas travaillé. Et je prends le temps avec chaque collègue en fonction de de ses missions, de savoir un petit peu ce qui s'est passé et est-ce qu'il peut prendre en compte ou pas les nouvelles propositions d'année en année. Donc c'est un gros travail après interne de faire vivre un peu les demandes du Conseil des jeunes au sein des espaces de travail, de réflexion des collègues. Donc ça demande un petit peu de boulot en interne, de bien repérer un petit peu ces espaces-là. Et puis, c'est aussi l'intérêt de l'observatoire d'être directement, nous, on est rattaché à notre directrice adjointe responsable du service. Donc, en fait, clairement, on a une proximité avec elle qui nous permet de bien identifier tous les espaces où les choses se décident et avancent. Et pour le budget, globalement, parce qu'en fait, ça prend aussi les projets collectifs en compte. Donc, par exemple, le podcast, la soirée talent, etc. On est aux alentours de 40 000 euros. Mais c'est parce qu'aussi, il y a les gros projets. La soirée talent, c'est un gros budget, par exemple, parce que c'est un événement fait pour 350 personnes. Donc, forcément, ça monte vite. Mais en tout cas, oui. Je pense que pour les rencontres, les ateliers, la prise en charge, convivialité, etc., on est à moins de 10 000 euros. Je suis désolée, on va devoir avancer puisqu'on a un dernier témoignage qui est tout aussi intéressant. Mais merci beaucoup, Laura. Si vous arrivez à répondre à deux, trois questions dans le chat, ça peut être chouette pour pas laisser les participants sans rien. Mais c'est vrai que voilà, on va devoir un petit peu avancer pour finir à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, on se rend compte vraiment de tout le Merci. travail et de toutes les réflexions qui sont portées. Et c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Euh, Et on vous propose du coup de terminer ce temps de rencontre par un autre aspect aussi, toujours sur la protection de l'enfance et ces questions d'inclusion et d'animation de conseils d'enfants et de jeunes avec l'association SOS Village d'enfants. Donc, je vous le disais en introduction avec Fleur Risa Tetelin, qui est donc chargée de plaidoyer pour l'association SOS Village d'enfants. Je pense qu'elle vous en dira un mot, mais qui gère, qui anime des espaces où des enfants, des jeunes sont confiés. Voilà, c'est une association qui réfléchit aux questions de participation depuis au moins une dizaine d'années, notamment à travers des dispositifs qui ont pour objectif notamment de permettre aux jeunes de s'exprimer sur la vie, leur vie au sein des structures, au sein des villages. Mais voilà, il y a 2 ans, 3 ans, suite à un gros travail qui a été fait par rapport à leur plaidoyer, ils ont décidé voilà, de mettre en place un dispositif qui s'appelle donc les enfants acteurs du plaidoyer, les jeunes acteurs du plaidoyer. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant aussi de voir comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils animent aussi peut-être un peu les questions de formation qu'ils commencent à penser. Donc voilà, Fleur va vous en parler et je trouve que c'est intéressant le terme aussi acteur du plaidoyer parce que ça montre bien aussi dans une dynamique d'éducation populaire, comme on en parlait tout à l'heure, comment est-ce que voilà, cette participation, c'est aussi eux qui développent leur pouvoir d'agir et qui peuvent voilà, s'exprimer, participer, proposer. Donc merci beaucoup à Fleur d'être présente aujourd'hui et puis si ça te va, je te laisse la parole. Merci Raphaël. Merci Monsieur Delmar, je vois que vous devez partir. Merci d'être resté jusque-là et puis bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et Merci, merci. merci à vous. Merci, hein. Au revoir. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir. Au Bonne revoir. fin de journée. Et merci beaucoup Fleur. Du coup, voilà, on te laisse clôturer par cet aspect associatif aussi où vous allez assez loin et merci. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation aussi. Je suis ravie de pouvoir en échanger avec vous et de recroiser des visages familiers. Je vais essayer de faire ça dans les temps pour pas vous garder trop longtemps. Mais donc très rapidement, en effet, SOS Village d'enfants est une association de protection de l'enfance qui accueille des enfants en village d'enfants, donc dans un cadre qui est familial, de type familial. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'avoir un attachement réel avec les personnes qui les accompagnent, puisqu'ils sont accompagnés par des éducateurs familiaux sur des pavillons, des maisons où ils vivent, où ils ont chacun leur chambre et voilà, ils changent pas de lieu. Donc cet éducateur familial est présent pendant 3 semaines avant d'être relayé par son binôme, l'aide familiale, pendant 10 jours. Donc ça, c'est notre modèle associatif. Et il faut que j'arrête de dire associatif d'ailleurs parce qu'on est devenu une fondation depuis quelques semaines. Mais donc si je vous parle d'association, ne soyez pas confus. On est bien devenu une fondation. Donc, en effet, comme tu le disais, Raphaël, SOS Village d'enfants s'engage dans la participation depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On a d'abord, enfin, on a fait la fondation a mené des recherches par les pairs, par exemple, et a créé il y a une dizaine d'années ce qu'on appelle, nous, l'ENCJ, donc l'espace national de consultation des jeunes, où les jeunes peuvent participer aux prises de décision de l'association, la fondation et à ses orientations un peu stratégiques. Et de cette ENCJ sont nés les EVCJ, donc les espaces en village de consultation des jeunes. Donc dans chacun des 23 villages qu'on gère en France, il y a un espace où les enfants et les jeunes sont élus pour pouvoir voilà, participer aux prises de décision de leur quotidien et de leur établissement. Et puis, il y a maintenant 3-4 ans, on était justement avec Laura, on a eu la chance d'être accompagnée par Laura. On a mené un projet qui s'appelle le projet Participer, et qui est un projet qui a été construit en 3 phases, notamment une première phase de construction de recommandations avec des enfants et des jeunes qu'on accueille, des professionnels de chez SOS Village d'enfants, mais aussi des professionnels extérieurs à l'association, comme des psychologues, des magistrats, etc. Et l'une des recommandations qui est sortie de ce projet était de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes acteurs du plaidoyer, donc un groupe d'enfants et de jeunes qui est adossé au pôle plaidoyer de notre structure, et donc dont l'objectif est de pleinement participer au plaidoyer de SOS Village d'enfants. Euh, donc pour rappel, le plaidoyer, je pense que vous êtes plutôt familière avec ce terme, mais l'objectif, c'est donc de faire pression sur les personnes qui ont du pouvoir dans notre domaine, donc la protection de l'enfance, pour obtenir des changements de loi ou de pratiques en faveur du plus grand nombre. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment que les enfants de l'association, de la fondation, puissent pleinement prendre part à ce travail et qu'on puisse, enfin voilà, qu'ils puissent utiliser leur droit à la participation, mais aussi leur expertise d'usage et d'expérience pour pouvoir voilà, nous guider et compléter nos travaux. Donc ce groupe a un peu plus de 2 ans maintenant, donc c'est relativement récent. Sur la première mandature qui a duré 2 ans, ils étaient 16 enfants et jeunes exclusivement accompagnés ou enseignement accompagnés par SOS Village d'enfants. Et ils étaient âgés, enfin l'âge est entre 10 et 25 ans. Donc sur la première mandature, le plus jeune au moment de son entrée dans le groupe avait presque 10 ans, donc il avait 9 ans, et le plus âgé avait 21 ans. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir 16 enfants et jeunes qui aient des âges différents, qui représentent différents territoires, ruraux, urbains, etc. Et puis on insiste beaucoup auprès de nos collègues de village pour qu'on ne reçoive pas que les premiers de la classe, ce qui est un écueil qu'on peut malheureusement souvent constaté dans ce type d'instance. Et ces jeunes constituent donc le groupe pour 2 ans, et chaque année, il y a 2 rencontres qui sont obligatoires, entre guillemets, où tout le groupe est réuni, et durant toute l'année, il y a aussi d'autres temps où seuls les mineurs peuvent être conviés, ou seuls les majeurs, selon les actualités politiques ou les choses qu'on a à leur proposer. Donc pour vous citer très rapidement quelques exemples d'actions qui ont été menées pendant le premier mandat, on a des enfants et des jeunes qui sont allés à l'Assemblée nationale, invités par Madame Perrine Goulet, pour échanger du numérique en présence donc de Charlotte Cobel, qui était à l'époque ministre en charge des questions de l'enfance, et Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. En 2020,
2024 et en 2025 qui sont allés au Sénat et à l'Assemblée nationale de nouveau pour présenter un peu leur parcours en tant que jeunes accueillis en protection de l'enfance et surtout jeunes majeurs. Donc ils ont pu porter leur message et rappeler en quoi leur accompagnement jusqu'à l'inclusion pleine et entière dans la société était primordial. Ils ont beaucoup travaillé avec le défenseur des droits aussi, évidemment, et avec Monsieur Éric Delmar, puisqu'ils ont travaillé sur les rapports au droit à un environnement sain, par exemple. Ils ont pu transmettre leurs recommandations, leurs questions, leurs bonnes pratiques. Ils sont intervenus aux Assises de la protection de l'enfance sur le thème de l'adolescence et de la scolarité en protection de l'enfance. Donc ça, c'est un gros exercice parce qu'on a une jeune qui a pris la parole devant 2000 personnes pour témoigner un peu de son expérience en protection de l'enfance. Et surtout, il y a eu un très très gros travail de fait à leur initiative, donc quelque chose que nous on avait identifié mais sur lequel on n'avait pas porté nos priorités et on a obtenu de très belles avancées grâce à leur travail. Ils ont travaillé sur le guide des actes usuels et non usuels de la DGCS que vous connaissez probablement très bien. Et voilà, ils ont tenté de faire changer et un peu évoluer les choses, changer les catégories d'actes usuels ou non usuels, parce qu'ils avaient vraiment le sentiment partagé par les professionnels d'être discriminés et vraiment stigmatisés dans leur quotidien. Voilà, par exemple, le cas le plus fréquent et le plus dénoncé, c'est les visites chez les amis, les nuitées chez les amis. Donc ça, c'est un gros travail qu'ils ont mené, on les a accompagnés. C'était à leur initiative et je crois que c'est une des plus grosses réussites de plaidoyer qu'on peut avoir, j'espère, parce que le guide n'est pas encore sorti, donc on aura l'information bientôt. Mais grâce à elles et eux, et quelque chose que sinon SOS Village d'Enfants n'aurait pas mené. Donc ça, c'était très chouette. Et puis ils sont allés aussi au Parlement européen à Strasbourg pour certains, pour participer à l'événement européen de la jeunesse. Et enfin, ils ont fini leur mandat en tenant un stand au Solidays, qui est un festival solidaire, pendant lequel donc ils ont pu, c'est eux qui ont organisé le stand, pensé les animations, animé le stand et sensibilisé les festivaliers. Donc autant vous dire qu'ils étaient particulièrement contents de faire de la sensibilisation dans ce cadre-là. Donc, chez SOS Village d'Enfants, on se demande un peu, enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut permettre une participation significative et surtout aussi sécuriser des enfants et des jeunes dans des activités qui peuvent être exigeantes, comme le plaidoyer. Donc, ce qui est indispensable, Laura en a déjà un peu parlé, mais évidemment, c'est les moyens RH et financiers. Et encore, nous, autant vous dire qu'on n'a que 17 jeunes, donc on est très loin des 100 évoqués par Laura, mais tout de même, ça reste un travail conséquent et chronophage. On insiste aussi beaucoup sur la formation des professionnels à la participation, aux techniques d'animation. Évidemment, les techniques de l'éducation populaire sont extrêmement précieuses et centrales dans ce travail, mais aussi à tout ce qui est protection des enfants. Nous, on a une politique en interne de protection des enfants et donc c'est quelque chose qu'on s'assure d'appliquer et de mettre en œuvre aussi dans ces rencontres. Donc justement, l'un des indispensables pour nous, c'est de sécuriser le cadre des rencontres. Donc bien sûr, on a des règles de protection des enfants qu'on établit et qui sont partagées par tous, que ce soit les adultes encadrants comme les enfants. Mais on adapte ces règles de protection, évidemment, à notre public. J'ai deux exemples un peu concrets à vous donner. On travaille beaucoup avec l'UNICEF, vous en doutez, qui est un partenaire très important d'SOS Village d'Enfants. Et on échangeait avec eux il n'y a pas très longtemps et aussi avec la NSF, justement, des règles de safeguarding, un peu, donc de protection des enfants. Et il y a beaucoup de règles que ma collègue de l'UNICEF nous a présentées et elle disait appliquer avec ses enfants et ses jeunes, mais qui étaient pour moi tout à fait incompatibles avec le public des enfants accueillis en protection de l'enfance. Par exemple, l'une de ces règles, c'était de ne pas rentrer en contact avec eux en dehors des temps d'échange et de rencontre. Sauf que nous, nos enfants et nos jeunes, c'est des enfants et des jeunes qui ont besoin d'attachement, ils ont besoin de savoir qui compte pour quelqu'un, ils ont besoin de tout ça. Et donc, moi, très clairement, je leur écris sur leur numéro de téléphone portable personnel, avec mon numéro de téléphone aussi, pour leur souhaiter leur anniversaire. J'ai un rappel dans mon calendrier, je sais que chaque jeune est né tel jour, et le fait de penser à eux, de leur dire je te souhaite un joyeux anniversaire, j'ai hâte de te retrouver
retrouver la prochaine fois? Comment vas-tu? Bah, c'est des choses qu'on fait pas normalement quand on travaille avec des enfants et des jeunes, mais nous, ça nous semble indispensable pour maintenir le lien, pour les engager, pour voilà, leur montrer que bah, ils comptent pour nous aussi, au-delà du cadre, toujours dans le cadre professionnel, mais c'est pas juste dans mon travail que je m'engage auprès d'eux. Il y a aussi tout ce qui est question du droit à l'image, vous vous en doutez, pour les enfants accueillis en protection de l'enfance, c'est tout un sujet. Donc c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on a une politique interne très stricte, aucune diffusion d'images des enfants et des jeunes, quand bien même on pourrait avoir l'autorisation parentale, mais on est quand même en train d'y travailler parce qu'on se dit, ah là là, voilà, le jeune il s'engage pour 2 ans, 3 ans, il va aller au ministère ou à l'Assemblée nationale, ça nous est déjà arrivé, au moment de faire la photo, ah bah les enfants SOS s'il vous plaît, hop, poussez-vous parce que vous n'avez pas le droit à l'image. Donc pas très valorisant et pas très engageant pour ces enfants et ces jeunes. Donc on est aussi en train de réfléchir, pas du tout abouti. Donc à ce jour, je ne saurais pas vous dire quelle est notre position parce qu'on y travaille encore, mais comment faire pour les protéger tout en valorisant leur engagement, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont encore en cours de réflexion chez nous. Évidemment, je vais rappeler des choses qui sont un peu évidentes et dont Laura a parlé, mais on s'assure toujours que la participation des enfants et des jeunes soit éclairée et volontaire. Quand bien même ils sont volontaires pour participer au projet, à chaque instant, ils savent qu'ils sont nullement obligés de répondre à quelques questions que ce soit, que si à ce moment-là, bah, c'est difficile parce qu'ils sont fatigués, parce que dans la vie, il y a des choses qui leur prennent un peu plus la tête et qui sont plus importants pour eux, telles que l'audience qui s'est passée ou le texto de maman que j'ai reçu qui m'a un peu chamboulée. Et ben c'est tout, on prend le temps, on sort de la salle. Voilà, il n'y a jamais aucune obligation. Et surtout, on fait en sorte de leur permettre de manifester toute gêne ou tout malaise de manière adaptée. On a plein de dispositifs comme des boîtes, des petites boîtes pour mettre des plaintes ou des compliments, un mot d'arrêt qu'ils ont défini. Par exemple, sur ce mandat-là, c'est pamplemousse. Si n'importe qui dit pamplemousse à n'importe quel moment, on change de sujet sans poser de questions et c'est comme ça. Il n'y a pas de... Parce que si le jeune est mal à l'aise, ça permet de... Voilà, de repartir sur des bases un peu plus sereines pour tout le monde. Évidemment, il faut absolument qu'on soit en capacité de traiter les révélations d'abus ou de violence. Il y en a souvent, il y en a aussi beaucoup qui sont déjà connus par l'association, mais au moins, voilà, on connaît toutes les règles de comment j'écoute, comment j'accueille la parole, comment je la remonte ensuite en interne pour la signaler. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et penser aussi en amont. Et pour être tout à fait transparente avec vous, sur le premier mandat, on l'avait pas du tout fait. C'est là sur le deuxième où on se formalise vraiment et où on met sur papier des choses évidentes peut-être pour certains, mais au moins voilà, on se structure petit à petit, même si c'est des choses auxquelles on est habitué, on le structure y compris dans ce cadre-là de participation au plaidoyer. Et puis pour sécuriser les cadres de rencontre, bien sûr, il y a notre posture qui doit être fiable et professionnelle, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec des enfants accueillis en protection de l'enfance, pour nous, c'est indispensable de montrer que voilà, ils comptent pour nous, ils sont importants pour nous, qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on peut être des adultes référents dans leurs entourages, même si on les voit très rarement. Et justement, le fait de les voir rarement, parce qu'on les voit 2, 3 fois par an, ça permet aussi d'avoir une posture un peu différente des professionnels du quotidien, donc c'est extrêmement riche. Et puis, on travaille énormément sur la cohésion de groupe et la confiance mutuelle. Voilà, ils vont participer avec des jeunes qui ont vécu, certes, pour la plupart, des choses similaires à leur histoire, mais ça n'empêche que, voilà, il faut qu'ils nous fassent confiance, on leur montre que nous, on leur fait confiance, que c'est un espace tout à fait sécurisé pour participer. Et donc, pour ça, ça passe énormément par les temps informels dont Laura vous parlait juste avant. Il y a tout le temps des goûters, il y a tout le temps des moments au restaurant, on va tout le temps faire le soir, surtout au début du mandat, parce qu'à la fin du mandat, ils ont plutôt envie de se retrouver entre eux, entre copains, ils chillent à l'hôtel. Mais au début du mandat, on va faire des laser games, des escape games, on va faire voilà, des moments où on relâche la pression, où on se rencontre vraiment, où on s'intéresse les uns aux autres. Et ça, c'est primordial. Enfin, vraiment, c'est indispensable pour construire un cadre de rencontre aussi qui soit sécurisé. L'autre le gros indispensable à part la sécurisation du cadre de rencontre, c'est je dirais, d'adapter nos exigences d'adultes au temps des enfants. Le tout premier week-end qu'on a fait avec les jeunes, c'était une catastrophe. Sincèrement, c'était n'importe quoi. On a fait un déroulé qui était hyper dense. On voulait bien faire, on voulait les former à toutes les techniques de plaidoyer. C'est quoi les cibles de plaidoyer? C'est quoi les techniques?
Et en fait, j'ai même une collègue qui accompagnait un jeune qui donc travaille dans un village, m'a dit, mais Fleur, rends-toi bien compte que ce que tu leur as demandé là, ça aurait pu être une formation pour adultes, et même pour adultes, ça aurait été trop. Et en fait, on s'était pas rendu compte, on voulait faire bien, on voulait leur poser plein de questions, on voulait les associer à plein de trucs, mais en fait, on les a perdus. Et donc, sur ce groupe-là, qui maintenant le mandat est terminé, mais on a perdu du temps aussi parce qu'on leur a pas laissé le temps assez de se rencontrer, de comprendre ce qu'ils allaient faire, d'y prendre part. Et donc, le groupe, il a été aussi parfois difficile à gérer parce qu'en fait, ils s'étaient pas rencontrés, il y avait pas de cohésion de groupe, ils se moquaient les uns des autres, on n'avait pas réussi à créer ce cadre sécure dont je vous parlais juste avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je peux vous dire, on essaie d'apprendre de nos erreurs parce que vraiment, vous auriez vu ce premier week-end, c'était... Enfin, aujourd'hui, j'en ris, mais je peux vous dire, sur le moment, j'ai pas rigolé parce que ça m'a pas du tout fait rire, mais c'était hyper difficile. Donc ça, je ne peux que le recommander. Le troisième grand message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il faut outiller les enfants et les jeunes. Il faut leur donner les armes de ce qu'on leur demande et ce qu'on leur propose en fait. Il faut les sensibiliser, il faut les acculturer, les informer, les former. Ça peut être à des techniques de travail, à des formes d'expertise, à la prise de parole en public. Parfois, cet accompagnement, il faut l'individualiser selon le profil des jeunes, selon leur âge, leurs capacités, etc. Et c'est une fois qu'on a fait ça qu'on voit leur potentiel vraiment se développer. Donc au début, ça peut paraître pas très productif, entre guillemets, justement, avec nos yeux d'adultes. Ah bah, ils n'ont pas produit de recommandations, ils ont pas... Mais en fait, moi, demain, on m'associe à une réunion, on me demande t'en penses quoi de but en blanc, je sais pas répondre, quoi. Laissez-moi le temps de réfléchir, laissez-moi le temps de comprendre le sujet. Donc pour eux, c'est exactement pareil. Et puis tout ça, bien sûr, il faut l'adapter à la diversité du groupe, surtout au niveau des âges. Quoique, l'âge n'est pas vrai, est loin d'être le seul critère. Sur notre premier mandat, je vous parlais de notre jeune qui avait 8 ans, c'était le plus jeune. Je pense que c'est celui qui comprenait le mieux les enjeux politiques du plaidoyer, sincèrement. Par rapport même aux jeunes majeurs, il était bien plus, voilà, c'était bien plus clair pour lui que pour d'autres jeunes, alors que sa grande sœur qui a 11 ans et qui est aujourd'hui de nouveau dans le mandat suivant, c'est encore très compliqué. On a encore beaucoup de mal à raccrocher les wagons avec elle, donc ça n'a rien, enfin, c'est en lien avec l'âge, mais pas que. Donc voilà, ça, il faut vraiment prendre le temps de les outiller aussi selon leur sensibilité, hein. Ils vont pas être intéressés tous par la même chose, mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Et là, on voit vraiment après leur potentiel se développer. Ensuite, on passe la phase de on me donne la parole, donc je me plains de tout. Après, ils comprennent sur quoi ils peuvent se plaindre ou pas, parce que c'est un groupe de plaidoyer, c'est pas quelque chose qui va agir sur l'interne de la fondation, etc. Et là, ça devient extrêmement riche. Et donc ça, j'en ai un petit peu parlé, mais le dernier grand message que je voulais vous faire passer, c'est de leur laisser le temps de se saisir de ces enjeux. Déjà, sécuriser le cadre des rencontres, les outiller, c'est déjà très long. Chose que nous, on n'avait pas du tout compris, ou enfin mal appliqué en tout cas sur le premier mandat. Mais à ça, on additionne le temps nécessaire à tout à chacun, chaque jeune, de se saisir des enjeux, des techniques du plaidoyer, de mûrir leurs demandes, leurs messages, leurs idées propres. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez long et c'est pour ça que le premier mandat durait 2 ans et là, on vient de se lancer dans le second mandat et on teste cette fois-ci sur 3 ans. Donc, pour des enfants et des jeunes, 3 ans, c'est une temporalité qui peut paraître longue. Euh, Aujourd'hui, je les questionne, ils sont au tout début de leur mandat, ils se sont rencontrés une fois, 2 fois pour certains. Et quand je leur dis 3 ans, vous en pensez quoi? C'est très polarisé. D'un côté, on me dit, ah, c'est super long, j'ai l'impression, enfin, dans 3 ans, je sais pas ce que je ferai, etc. Et étonnamment, c'est les plus jeunes qui me disent ça, alors que, enfin, étonnamment, ou pas, alors que voilà, les plus jeunes savent que dans 3 ans, ils sont toujours chez SOS Village d'enfants. Pour les plus grands, ils trouvent que c'est la bonne durée. En tout cas, à la fin du premier mandat, sur les 2 ans, ils trouvaient tous que c'était trop court. Au bout de 2 ans, ils étaient enfin tous vraiment à l'aise avec les enjeux, les techniques de plaidoyer, etc. Et bim, ça s'arrêtait. Pile au moment où ils pouvaient commencer à porter des choses vraiment plus en leur nom propre. Voilà, c'était trop court. Donc là, on teste, on verra bien. On verra dans 3 ans ce qu'ils nous diront, si vraiment ils restent persuadés que c'était trop long ou si au contraire, ils nous disent, ah bah sur le coup, ça me paraissait long comme engagement, mais en fait, c'était très bien. Enfin voilà. C'est des choses qu'on va tester. Et puis les dernières choses que je voulais vous dire, il y a 2 éléments sur lesquels on travaille encore chez SOS Village d'enfants.
c'est accepter de lâcher prise, aussi bien au niveau de l'institution dans le sens de la fondation que nous en tant que professionnels, dans le sens où au niveau de la fondation, on devait prouver que cet espace qui est en plus financé sur fonds propres était utile, pertinent, etc. Donc il fallait produire. Donc ça, c'était aussi un peu la question de d'adapter nos exigences d'adultes à ces enfants, mais aussi nous en tant que professionnels. Je vous dis, le premier week-end, il était millimétré. Ils avaient 40 secondes pour respirer parce qu'il y avait telle activité, tel truc, tel machin et tout. Et en fait, ça marche pas, évidemment. Donc voilà, il faut qu'on accepte aussi qu'ils puissent pas s'impliquer sur l'ensemble des sujets de l'agenda politique. Déjà que nous, on a du mal parfois à s'adapter et à réagir, on peut pas exiger ça d'eux. Peut-être que c'est aussi dans leur intérêt de les consulter sur moins de thématiques, mais de manière plus qualitative, plus approfondie, qu'il faut les laisser choisir aussi ce qui les intéresse plus, même si ça correspond pas à nous, à nos priorités professionnelles ou politiques. Et voilà, il faut qu'on accepte de céder, entre guillemets, la place au changement et comprendre que c'est pas forcément fertile de tout maîtriser, de tout prévoir. Au contraire, c'est bien plus intéressant et pertinent quand on se laisse aussi surprendre et on leur laisse la place vraiment. Et puis la dernière petite chose sur laquelle on travaille, on doit encore travailler, je trouve, c'est l'inclusion justement des enfants et des jeunes en situation de handicap. À ce jour, on n'a pas eu d'enfants, ni dans le premier mandat, ni dans celui qu'on vient de démarrer, très clairement identifiés comme étant en situation de handicap. On a un ou deux enfants sur lesquels on soupçonne peut-être un retard ou quelque chose. Et là, on essaye de se former au quotidien sur le tas avec les partenaires, d'autres associations qui travailleraient sur le sujet pour améliorer nos techniques d'animation et inclure pleinement chaque enfant et jeune dans ces ateliers-là. Voilà, j'espère avoir été assez concise mais claire en même temps. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si... Oui, bah merci beaucoup Fleur. Moi j'en avais une à te poser, mais en fait en plus c'est intéressant, ça va. Alors la réponse peut-être, je me dis, va rejoindre celle peut-être de Marianne du département du Gard. C'était voilà, enfin alors c'est une question que j'aurais pu poser à Laura aussi, comment est-ce que voilà, comment est-ce que des jeunes qui sont en protection de l'enfance, quelle est leur place dans des conseils départementaux de jeunes? Enfin voilà, quelle adaptation, est-ce qu'il Ouais. faut une adaptation ou pas? Enfin voilà, quel lien on peut faire aussi entre des jeunes qui font partie de la protection de l'enfance et puis ces dispositifs Mm. de jeunesse, Mm. euh, ouais, voilà, plus Mm. général au département. Ouais. Je pense que sur l'intérêt de les associer, Laura en a très très bien parlé et Monsieur Delmar aussi. J'ai pas besoin de vous réexpliquer en quoi l'association des enfants accueillis est indispensable, surtout dans le quotidien, dans leur quotidien, dans le département, étant donné que c'est bien sur le département qui possède cette compétence, au-delà du fait que ce soit une obligation, déjà, tout simplement. Sur comment les associer, alors ma réponse va peut-être être un peu paradoxale, mais déjà c'est des enfants comme les autres, enfin sincèrement. Voilà, il y a pas de différence à faire avec les autres enfants sur le global, quoi. Je veux dire, ça reste des enfants qui vont se plaindre de certaines choses, adorer manger, enfin voilà, là-dessus il y a pas de différence, mais c'est vrai que je pense qu'il y a certaines choses. En fait, c'est aux adultes de s'adapter justement de nouveau. Oui, si vous demandez aux jeunes de participer à un conseil de jeunes et que vous proposez, je sais pas moi, la rencontre 3 semaines à l'avance, non, le jeune qui est accueilli en protection de l'enfance en 3 semaines, c'est impossible pour lui d'obtenir l'autorisation de l'éducateur, puis du référent, puis etc. Donc il pourra, enfin voilà, il faut vraiment adapter. Le temps, ils ont besoin de temps en fait. Eux et évidemment les professionnels qui les encadrent. Les documents de droit à l'image, si le jour J il arrive et son document il est pas signé, c'est pas parce qu'il avait la flemme ou que il est je m'en foutiste ou qu'il a oublié de faire signer son document, c'est peut-être simplement que ça a été très compliqué pour lui d'obtenir ses autorisations. Donc en fait c'est plus sur ces choses-là où je dirais qu'il y a une différence à faire et une attention à leur porter. Et ensuite, il faut évidemment savoir si, par exemple, ce jeune est à l'aise avec le fait que on révèle qu'il soit accueilli ou non, si c'est pas le reste, si c'est pas le cas du reste du groupe. Enfin voilà. En fait, il faut juste l'associer aussi sur l'ensemble des décisions qu'on prendra quant à sa participation. Est-ce que tu as besoin qu'il y ait un professionnel qui t'accompagne et qui te sécurise? Est-ce que enfin voilà, c'est ce genre de choses sur lequel je donnerai un point d'attention plus particulier.
Eh bien, merci beaucoup, Marianne. Je ne sais pas si ça répond à votre question aussi sur la question du droit à l'image. Voilà, du fait que je pense, enfin, Bah, en fait, c'est que, pardon Raphaël, c'est que l'autre jour, lors d'un un événement organisé par l'ASE, Jeunes en Lumière, une jeune a vraiment parlé de cette problématique des droits à l'image comme l'ayant vraiment traumatisée dans son enfance parce qu'elle avait été écartée d'un projet de court-métrage. Et on comprenait pas, en fait, pourquoi il pouvait pas y avoir en amont une cession de l'autorité. Enfin, bon, voilà, c'est peut-être très bête ce que je dis, mais sur les droits à l'image. Par exemple, nous, au CDJ, en fait, en signant le règlement, les parents ou les responsables légaux cèdent les droits à l'image pour toute la durée du mandat de l'enfant, en fait. Ben, ça dépend des enfants. Il y a des parents qui refusent de donner le droit Ouais. à l'image, donc quand c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et parfois, le parent se prononce pas, ou alors il n'y a plus d'autorité parentale, et là, c'est juste une question de délai. Le temps d'obtenir l'autorisation du référent, voire de remonter jusqu'au juge. Le projet, il peut être fini depuis 3 mois et demi quand on reçoit le papier, quoi. Donc, Mm. en fait, c'est surtout ce type de questions. Et puis nous, c'est vrai, enfin, très concrètement, on rencontre aussi plein d'enfants et de jeunes qui nous disent, bah, moi, je m'en fiche que mon image. Alors après, est-ce que l'enfant ou le jeune a conscience de ce que ça représente, etc. Mais, ou des adolescents qui disent, bah voilà, moi je voudrais participer à ce projet, je veux bien être filmé, je veux bien, mais en fait les parents bloquent derrière. Là, malheureusement, on peut rien faire. Donc, comment on fait pour pas exclure ces enfants et ces jeunes-là? C'est un peu la réflexion aussi que j'évoquais tout à l'heure. Nous, ça nous est arrivé quand ils sont allés à l'Assemblée nationale. Sincèrement, ça s'est passé comme je vous l'ai présenté. Photo de groupe avec la ministre et tout. Ah, excusez-nous, les enfants placés là. Chut, chut, Enfin, vraiment, c'était hyper gênant. Donc, en tant qu'adulte, on est plusieurs à être sortis de la photo pour rester avec eux, pour qu'ils se sentent pas les seuls exclus et tout. Mais c'est une vraie réflexion à avoir et à avoir en amont pour surtout laisser le temps aux démarches administratives de faire quand il y a l'autorisation des parents. Après, s'il n'y a pas l'autorisation des parents, bah, c'est comme tout enfant. Il n'y a pas, c'est tout, on peut rien faire, quoi. Plein de choses. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Fleur. On a dépassé un petit peu. Je sais pas s'il y a des questions. Je voudrais pas vous frustrer, mais sinon, auquel cas, vous pouvez toujours nous mettre un petit mot dans le chat et puis on peut faire le lien s'il y a deux, trois questions. On veut pas ne pas y répondre. Mais merci beaucoup, voilà, pour ton intervention et le partage de tout ce qui est, de toutes ces démarches, parce qu'il y en a plusieurs, mais notamment sur ce dispositif des jeunes acteurs du plaidoyer. Voilà, globalement, vraiment, un merci à tous et toutes pour vos interventions, enfin toutes là, du coup, plutôt. Et puis, on vous propose de terminer ce temps. On vous garde encore 30 secondes. Jean-Marc va vous faire le petit tour, vous parler un petit peu des futures actualités, des futures informations à avoir pour la NACEJ pour début 2026. Donc voilà. Rapidement, pour pas vous garder trop longtemps. Oui, alors cette alors, rencontre l'année prochaine, bien sûr, 2026, encore des rencontres du réseau des départements. À coup sûr, en visio pour le premier semestre, on vous communiquera la date en début d'année. Il faut qu'on cale tout ça. Et puis, on étudiera la possibilité d'une rencontre en présentiel au second semestre, mais ça reste à l'étude. Donc, on aura le temps de revenir vers vous d'ici là. Et on voit qu'on a tellement de choses à se dire, ce serait chouette de se revoir en présentiel. Avant ça, dès jeudi, donc ça c'est dans 3 jours, si vous êtes dispo à 13 heures, on a encore un Nana Sèche Bonjour qui peut vous intéresser aussi, pendant lequel c'est juste 1 heure, rapide le midi, pour présenter un site ressource qu'on a lancé là pour les élections municipales, qui s'appelle Objectif Citoyenneté Enfance Jeunesse. C'est à l'occasion des municipales, mais ça concerne toutes les politiques jeunesse dans toutes les collectivités, donc aussi les départements, bien sûr. C'est un site qui a été lancé il y a un mois, donc vous pouvez consulter, un outil de plaidoyer qui couvre plein de sujets. Et un autre Anna-Sèche Bonjour qui peut vous intéresser, parce il rencontre un grand succès déjà dans les inscriptions, c'est le 20 janvier, une foire aux outils sur les techniques d'animation. Mhm. Voilà, on sait que vous êtes friands d'outillage et qu'on a tous de bonnes idées dans nos besaces et expériences. Donc, un Anna Sèche Bonjour spécial pour vous partager tout ça. Et début d'année, enfin fin décembre, là, début janvier aussi, vous verrez dans nos actus, notre newsletter, on va publier notre programme, enfin notre catalogue de formation pour l'année prochaine aussi. Voilà, c'est tout pour les actus à vous partager et en vous remerciant encore. Merci beaucoup. Bonne fin Et de puis, bonne journée. fin d'année. Et puis, bonne fin On ne d'année, revoit pas ouais. jeudi, mais bonne fin d'année à tous et toutes.
Et merci pour votre participation aujourd'hui. Voilà, à très bientôt et puis on reste en lien.